La Grande Pyramide de Gizeh demeure l'une des structures les plus étudiées de l'histoire humaine. Pendant près de 2 siècles, l'explication académique dominante a soutenu qu'elle fut construite sous le règne du pharaon Khéops, il y a environ 4500 ans, érigée comme tombeau destiné à abriter sa dépouille et à garantir son passage vers l'au-delà. Cette explication s'appuie sur des inscriptions anciennes, des récits historiques et des décennies de fouilles archéologiques. Pourtant, malgré le volume considérable de recherches consacrées à cette structure, un nombre significatif de questions demeure sans réponse satisfaisante. La précision de sa construction, l'échelle de son architecture intérieure et l'absence de preuves funéraires définitives ont conduit des chercheurs de multiples disciplines à remettre en question la complétude de l'explication acceptée. La pyramide est peut-être exactement ce que l'histoire enregistre, ou elle représente peut-être quelque chose que les cadres actuels n'ont pas encore pleinement pris en compte. Le récit historique standard de la Grande Pyramide repose sur une combinaison de sources anciennes, d'inscriptions physiques et d'interprétations archéologiques accumulées sur plus de 2 siècles de recherches systématiques. Selon ce cadre établi, le pharaon Khéops, deuxième souverain de la 4e dynastie de l'Égypte ancienne, aurait commandé la construction de cette structure vers 2560 avant notre ère. Elle fut conçue comme un tombeau royal, destiné à préserver le corps du souverain et à faciliter son voyage dans l'au-delà, conformément aux croyances religieuses égyptiennes de l'époque. Cette interprétation constitue le socle de l'égyptologie moderne et elle est enseignée dans les universités du monde entier comme une conclusion solidement établie. La principale source textuelle qui ancre cette attribution à Khéops est l'historien grec Hérodote, qui visita l'Égypte vers 450 avant notre ère, soit plus de 2000 ans après la construction présumée de la pyramide. Dans ses récits, Hérodote décrit une structure colossale érigée par un roi qu'il nomme Khéops, identifié ultérieurement avec Khéops. Il mentionne une main-d'œuvre de 100 000 ouvriers travaillant par rotation sur une période de 20 ans. Ces chiffres ont été largement contestés depuis, non seulement par des chercheurs indépendants, mais aussi par des égyptologues institutionnels qui reconnaissent que Hérodote écrivait à partir de récits transmis oralement depuis des générations. Ces informations n'étaient pas contemporaines des faits qu'il décrivait, et plusieurs de ces affirmations concernant d'autres monuments égyptiens se sont révélées inexactes ou exagérées. L'attribution directe à Khéops repose également sur la découverte, en 1837, d'inscriptions dans les chambres de décharge situées au-dessus de la chambre du roi. L'explorateur britannique Howard Vyse rapporta avoir trouvé des marques de carrier contenant le nom de Khéops écrit en hiéroglyphes. Ces inscriptions demeurent à ce jour l'une des rares connexions directes entre la pyramide et le pharaon qui lui est associé. Cependant, leur authenticité a été remise en question par plusieurs chercheurs au fil des décennies. En 1980, l'ingénieur allemand Ludwig avança que certaines des marques présentaient des irrégularités incompatibles avec les pratiques d'écriture hiéroglyphique de l'Ancien Empire. Cette affirmation n'a pas été acceptée par le consensus académique, mais elle a ouvert un débat sur la fiabilité exclusive de ces inscriptions comme preuve d'attribution. Du côté archéologique, les fouilles menées autour du plateau de Gizeh ont mis au jour un village de travailleurs situé à proximité immédiate du complexe pyramidal. Ces découvertes, conduites principalement par Zahi Hawass à partir des années 1990, ont fourni des preuves concrètes d'une organisation logistique importante comprenant des boulangeries, des brasseries, des installations médicales et des zones de couchage. L'analyse ostéologique des squelettes retrouvés sur ce site, les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe permanente et organisée plutôt qu'une armée d'esclaves comme l'avait supposé Hérodote. Ces données ont considérablement renforcé l'hypothèse d'une construction organisée par l'État égyptien antique. Elles démontrent l'existence d'une infrastructure capable de soutenir un chantier de grande envergure, mais elles ne résolvent pas directement la question des méthodes précises utilisées pour assembler les blocs. Les dimensions de la structure elles-mêmes occupent une place centrale dans les discussions académiques. La Grande Pyramide s'élève à environ 138 mètres dans son état actuel, et sa hauteur d'origine est estimée à 146 mètres. Sa base couvre une superficie de plus de 53 000 mètres carrés avec un alignement cardinal dont la précision atteint une fraction de degré. Chacun de ses 4 côtés présente une déviation de l'orientation nord-sud-est-ouest inférieure à 3 minutes d'arc.
Cette précision géodésique dépasse ce que beaucoup d'instruments modernes pourraient l'un réaliser sans technologie électronique de mesure. Les égyptologues expliquent cet alignement par l'utilisation d'observations stellaires, notamment de l'étoile circumpolaire connue sous le nom de Tuban, qui occupait la position du pôle nord céleste à l'époque présumée de la construction. Cette explication est techniquement plausible, mais elle nécessite un niveau de maîtrise astronomique et géodésique qui, à lui seul, pose des questions sur l'état des connaissances scientifiques de l'Égypte de l'Ancien Empire. L'intérieur de la pyramide présente une configuration qui s'écarte significativement des autres tombeaux royaux égyptiens. La structure contient 3 chambres principales, une chambre souterraine creusée dans le substrat rocheux, une chambre intermédiaire souvent appelée chambre de la reine et la chambre du roi située au cœur de la maçonnerie. Cette dernière abrite un sarcophage en granit rouge sans couvercle, sans inscription et sans aucune trace de momie ou de mobilier funéraire. Cette absence est régulièrement citée dans le cadre académique comme la conséquence probable de pillages antiques. Des pillages ont effectivement eu lieu dans de nombreux tombeaux égyptiens, mais dans la quasi-totalité des cas, les archéologues ont retrouvé des résidus, des fragments ou des traces indirectes de la présence originelle d'un corps et d'un équipement funéraire. Dans la Grande Pyramide, aucune de ces traces n'a été documentée avec certitude. Ce constat ne suffit pas à invalider la thèse funéraire. Il constitue néanmoins une lacune dans le dossier évidentiel qui ne peut être comblée par de simples suppositions. Le récit officiel demeure le plus cohérent avec les données disponibles, mais il repose sur un ensemble de preuves indirectes dont plusieurs éléments restent sujets à interprétation. C'est précisément à partir de ces lacunes que les investigations alternatives ont commencé à prendre forme, non pas pour rejeter l'archéologie établie dans son ensemble, mais pour interroger les points précis où les preuves s'arrêtent et où l'interprétation commence. La question de la construction de la Grande Pyramide constitue l'un des débats les plus persistants de l'archéologie et de l'ingénierie historique. L'explication conventionnelle soutient que les anciens Égyptiens ont utilisé des rampes en terre et en briques crues, des traîneaux en bois, des cordes en fibres végétales et une organisation humaine massive pour transporter et positionner environ 2,3 millions de blocs de pierre, dont la masse moyenne avoisine 2,5 tonnes. Certains blocs, notamment ceux utilisés dans la chambre du roi et dans les structures de décharge, atteignent entre 25 et 80 tonnes. Cette explication est soutenue par des représentations murales trouvées dans d'autres sites égyptiens, montrant le transport de statues colossales sur des traîneaux. Elle est également étayée par des expériences pratiques modernes, qui ont démontré la faisabilité théorique de certaines de ces techniques. Cependant, plusieurs ingénieurs et physiciens ont identifié des contradictions spécifiques entre les méthodes proposées et les contraintes physiques réelles du chantier. La théorie de la rampe frontale unique, qui postule une rampe montante construite face à l'une des faces de la pyramide, se heurte à un problème mathématique fondamental. Pour maintenir une pente praticable permettant le transport de blocs lourds, cette rampe aurait dû s'allonger considérablement à mesure que la pyramide s'élevait. Au niveau supérieur, une telle rampe aurait représenté un volume de matériaux de construction supérieur à celui de la pyramide elle-même, ce qui aurait nécessité un second chantier d'une ampleur comparable. Aucune trace archéologique d'une structure de cette magnitude n'a été retrouvée sur le plateau de Gizeh. Des théories alternatives ont été proposées pour contourner ce problème. L'architecte français Jean-Pierre Houdin a développé, à partir d'analyses informatiques tridimensionnelles, une hypothèse combinant une rampe externe pour les premiers niveaux et un système de rampe hélicoïdale interne pour les niveaux supérieurs. Cette approche résout mathématiquement plusieurs des contradictions de la rampe frontale, et elle est soutenue par des anomalies de densité détectées par des analyses microgravitométriques réalisées par une équipe française en 1986, qui ont révélé des variations internes dans la maçonnerie pouvant correspondre à des espaces vides en spirale. Cette hypothèse n'a pas encore été confirmée par une exploration directe, mais elle démontre que la question des méthodes de construction reste ouverte même au sein des approches scientifiques conventionnelles. La précision des assemblages représente un second problème d'ingénierie distincte. Les blocs de calcaire constituant l'enveloppe extérieure originelle de la pyramide, dont plusieurs spécimens sont encore visibles à la base, présentent des joints dont l'épaisseur est inférieure à 0,5 mm.
Des analyses bathymétriques réalisées par l'égyptologue et ingénieur Flinders Petrie à la fin du XIXe siècle ont établi que cette tolérance était maintenue sur des surfaces de contact atteignant plusieurs mètres carrés. Pour obtenir une telle précision sur des blocs en calcaire taillés à la main, il aurait fallu un processus de finition extrêmement méthodique, appliqué de manière uniforme sur l'ensemble des surfaces de contact. Cette exigence est techniquement réalisable, mais elle implique un investissement en temps et en compétences artisanales qui dépasse de loin ce que la plupart des reconstitutions historiques du chantier envisagent. Le cas des blocs en granit pose des difficultés supplémentaires. Le granit utilisé dans la chambre du roi provient de carrières situées à Assouan, à plus de 800 km au sud de Gizeh. Ces blocs ont été taillés, transportés par voie fluviale sur le Nil, puis hissés jusqu'à une hauteur d'environ 43 mètres à l'intérieur de la structure. Les outils en cuivre disponibles à l'Ancien Empire ne permettent pas de tailler efficacement le granit qui présente une dureté nettement supérieure à celle du cuivre sur l'échelle de Mohs. L'hypothèse conventionnelle suppose l'utilisation de percuteurs en diorite, une roche plus dure, combinée à du sable abrasif pour abraser progressivement la surface granitique. Des expériences pratiques ont confirmé que cette méthode est fonctionnelle, mais son application à des blocs de 25 à 80 centtonnes sur des surfaces planes et régulières impliquerait des durées de travail qui compliquent les estimations de planning du chantier, déjà très serrées. L'architecte et chercheur américain Robert Bauval a attiré l'attention sur un autre aspect de l'ingénierie souvent négligée, l'orientation interne des puits de ventilation. Ces puits, qui traversent la maçonnerie depuis les deux chambres principales, sont inclinés selon des angles précis, qui correspondent, selon les calculs de Bauval, à des positions stellaires spécifiques datant de l'époque de construction présumée. Les puits de la chambre du roi pointent envers la constellation d'Orion et vers l'étoile Tuban, tandis que ceux de la chambre de la reine s'orientent vers Sirius et vers une autre étoile circumpolaire. La précision de ces alignements stellaires intégrés dans une structure de maçonnerie massive implique une planification préalable d'une sophistication remarquable. Cette planification devait être réalisée avant le début de la construction, puisqu'une correction a posteriori des angles de ces puits aurait été impossible une fois les blocs en place. Ce qui ressort de l'ensemble de ces analyses d'ingénierie, c'est que chaque problème résolu par une explication conventionnelle en soulève un autre d'une nature différente. Les méthodes proposées sont individuellement plausibles, mais leur application simultanée sur un chantier unique, dans les délais suggérés par les chronologies dynastiques, génère des contradictions logistiques que les modèles actuels peinent à réconcilier. La pyramide de Khéops n'est pas seulement grande, elle est précise d'une façon qui semble excéder les exigences d'un tombeau, et cette précision n'a pas encore trouvé d'explication unique et définitive. L'Égypte ancienne a produit une quantité considérable de textes religieux, administratifs et funéraires. Pourtant, lorsqu'on examine les sources textuelles directement liées à la Grande Pyramide, le contraste entre le volume global de la littérature égyptienne et la rareté des références explicites à cette structure spécifique est frappant. Aucun texte contemporain de la 4e dynastie ne décrit avec précision le processus de construction de la pyramide de Khéops, ses dimensions, ses méthodes d'assemblage ou la signification précise de sa conception intérieure. Ce silence documentaire est l'un des aspects les moins discutés de la question dans les présentations grand public, bien qu'il soit reconnu par les spécialistes de l'égyptologie. Les textes des pyramides constituent le corpus littéraire le plus ancien directement associé aux structures pyramidales. Ces inscriptions ont été découvertes dans les pyramides de la 5e et de la 6e dynastie, notamment à Saqqara, et datent d'environ 2400 à 2300 avant notre ère, soit plusieurs générations après la construction présumée de la Grande Pyramide. Ces textes décrivent en détail les rituels funéraires, les formules de protection et les parcours cosmologiques du défunt dans l'au-delà. Ils établissent donc clairement que les pyramides de cette période étaient conçues comme des instruments de transformation spirituelle du roi décédé. Cependant, l'extension directe de cette interprétation à la pyramide de Khéops pose un problème chronologique. Les textes des pyramides sont postérieurs d'au moins un siècle à la structure de Gizeh, et rien ne prouve formellement que la théologie funéraire qu'ils expriment était identique à celle qui présidait la construction de la 4e dynastie. Le papyrus de Wadi al-Jarf, découvert en 2013 sur les rives de la mer Rouge par une équipe archéologique dirigée par Pierre Talley,
représente la source textuelle contemporaine la plus directement liée au chantier de la Grande Pyramide. Ce papyrus, daté du règne de Khéops, est rédigé au nom d'un officier nommé Mérer et décrit des opérations logistiques impliquant le transport de calcaire depuis les carrières de Toura jusqu'au plateau de Gizeh. Il mentionne explicitement le complexe pyramidal et constitue à ce jour la seule attestation administrative contemporaine d'activité de construction liée à cette structure. Ce document est d'une importance capitale, car il confirme une connexion directe entre Khéops et le chantier. Toutefois, il ne décrit pas la pyramide dans son ensemble, ne mentionne pas ses dimensions, n'explique pas les méthodes d'assemblage des blocs et ne fait aucune référence à la conception de l'intérieur. Son témoignage est précieux mais partiel. En dehors de ces sources, les références à la Grande Pyramide dans les textes égyptiens anciens sont soit indirectes, soit tardives. La stèle d'inventaire, découverte à Gizeh par Auguste Mariette au XIXe siècle, est particulièrement intéressante à cet égard. Cette stèle, dont la rédaction est généralement attribuée à la 26e dynastie, soit environ 2000 ans après Khéops, prétend transcrire un document plus ancien décrivant des travaux de restauration effectués par Khéops autour du Sphinx et d'un temple d'Isis situé à proximité. Si l'on accepte la prémisse de cette stèle, elle implique que le Sphinx et certaines structures du plateau existaient déjà avant le règne de Khéops, qui n'aurait donc pas été le créateur originel de l'ensemble du complexe, mais plutôt un restaurateur ou un continuateur. Cette interprétation est rejetée par la majorité des égyptologues, qui considèrent la stèle comme une fabrication destinée à légitimer le culte d'Isis à Gizeh à une époque bien postérieure. Cependant, plusieurs chercheurs indépendants, dont John Anthony West et Robert Schoch, ont utilisé cette stèle comme point de départ pour une réévaluation de la chronologie du complexe. La tradition hermétique et néo-platonicienne de l'Antiquité tardive a également produit des textes qui associent les pyramides à des fonctions non funéraires. Des auteurs comme Jean Blic et Proclos, écrivant entre le IIIe et le Ve siècle de notre ère, décrivent les pyramides comme des instruments de connaissance cosmologique et des lieux d'initiation au mystère. Ces interprétations sont généralement traitées par les historiens modernes comme des projections philosophiques tardives, sans valeur documentaire sur la réalité de la construction. Néanmoins, elles témoignent d'une tradition de lecture alternative des pyramides qui remonte à l'Antiquité elle-même, et non pas seulement aux spéculations modernes. Dans la tradition islamique médiévale, plusieurs auteurs arabes qui eurent accès direct au site de Gizeh avant les grandes perturbations architecturales du Moyen-Âge ont laissé des descriptions de l'intérieur de la pyramide qui divergent parfois des configurations actuellement documentées. Al-Makrizi, historien égyptien du XVe siècle, rapporte des témoignages selon lesquels des chambres supplémentaires auraient été observées dans des zones aujourd'hui considérées comme solides. Ces récits ne peuvent être vérifiés avec les méthodes archéologiques standards et leur fiabilité est incertaine. Ils s'ajoutent néanmoins à un ensemble de sources textuelles hétérogènes qui suggèrent que la connaissance de la structure interne complète de la pyramide n'est peut-être pas aussi exhaustive qu'on le suppose généralement. Les récits d'Hérodote méritent une analyse plus précise que celle qui leur est généralement accordée dans les discussions populaires. Hérodote ne se contente pas de mentionner Khéops et la durée de construction. Il décrit également, avec des détails qui ont longtemps été considérés comme fantaisistes, des systèmes de canaux souterrains alimentés par les eaux du Nil qui auraient entouré une île au centre de laquelle reposait le corps de Khéops. Cette description correspond à une tradition funéraire complexe impliquant de l'eau et des passages souterrains qui n'a pas de parallèle direct dans l'archéologie de Gizeh telle qu'elle est actuellement documentée. Or, des explorations récentes conduites dans les zones souterraines du plateau ont effectivement mis en évidence des systèmes de tunnels et de cavités dont l'extension totale n'est pas encore cartographiée. La mention par Hérodote de structures souterraines aquatiques, longtemps traitée comme une invention narrative, pourrait refléter une connaissance réelle de caractéristiques du site qui n'ont pas encore été pleinement explorées. Ce que l'examen des textes anciens révèle en définitive, c'est que les sources les plus proches chronologiquement de la construction fournissent des informations logistiques sans explication théologique ou architecturale d'ensemble. Les sources théologiques qui pourraient justifier la conception complexe de la pyramide sont postérieures à sa construction. Et les sources les plus tardives, bien que moins fiables, contiennent des descriptions qui ne correspondent pas entièrement aux configurations connues.
Cette stratification temporelle des témoignages textuels produit un dossier documentaire dans lequel aucune source unique ne suffit à expliquer l'ensemble des caractéristiques de la structure. L'attribution de la pyramide à Khéops reste la conclusion la mieux étayée par les preuves directes disponibles, mais la question de sa fonction exacte, de la totalité de sa conception interne et des connaissances qui ont présidé à sa réalisation demeure ouverte dans une mesure que les textes à eux seuls ne permettent pas de combler. Parmi toutes les anomalies associées à la Grande Pyramide, l'absence de restes humains identifiables constitue l'une des questions les plus directement pertinentes pour évaluer la thèse funéraire. Un tombeau, par définition, implique la présence d'un corps. Or, depuis que les explorateurs européens ont pénétré systématiquement dans la structure au début du XIXe siècle, aucune momie, aucun fragment osseux identifiable avec certitude, aucun cartouche royal inscrit sur le sarcophage et aucun équipement funéraire intact n'ont été découverts à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Cette réalité archéologique est admise par l'ensemble des égyptologues. L'interprétation qu'ils en donnent, à savoir que la tombe fut pillée dans l'Antiquité, est raisonnablement fondée sur des précédents. Mais un examen plus attentif des conditions de pillage connues dans d'autres sites égyptiens révèle des différences importantes qui méritent d'être analysées avec précision. La vallée des rois, qui contient les tombeaux des pharaons du Nouvel Empire, a été systématiquement pillée durant l'Antiquité. Les documents judiciaires du papyrus Abot, datant de la XXe dynastie, montrent que des enquêtes officielles furent conduites pour évaluer l'ampleur des violations. Ces mêmes textes attestent que les corps royaux furent souvent recueillis par les autorités égyptiennes, re-enveloppés et replacés dans des cachettes collectives pour les protéger de nouveaux pillages. Ce processus de préservation secondaire a permis à des égyptologues comme Victor Loré et Gaston Maspero de retrouver, à la fin du XIXe siècle, des dizaines de momies royales dans 2 cachettes à Deir el-Bahari et dans la tombe Cassinte 35. Ces momies comprenaient celles de Ramsès II, Seoutmosis III et de nombreux autres grands pharaons. La logique de préservation qui présida à ces déplacements reflète une volonté institutionnelle de maintenir l'intégrité physique des rois défunts malgré les pillages. Dans le cas de Khéops, aucun document similaire ne mentionne le transfert ou la réinhumation de sa momie. Aucune cachette n'a été identifiée comme contenant ces restes. Le sarcophage en granit rouge de la chambre du roi, qui est trop large pour avoir été introduit après la construction de la chambre et qui a donc été placé là pendant la phase de construction elle-même, est vide, sans couvercle et sans inscription. L'absence d'inscription sur ce sarcophage contraste avec la pratique funéraire égyptienne habituelle, où les contenants des corps royaux portaient systématiquement des textes protecteurs et des identifications du défunt. Des exemples allant de la première dynastie jusqu'à la période tardive confirment cette pratique quasi universelle. Le sarcophage de Khéops représente une exception dont l'explication standard, c'est-à-dire que les inscriptions furent soit effacées par les pillards, soit jamais réalisées, ne s'appuie sur aucun précédent documenté dans l'archéologie funéraire égyptienne. La question prend une dimension supplémentaire lorsqu'on examine les tombeaux de la 4e dynastie contemporaine de Khéops. Les pyramides de Khéphren et Mykérinos, les 2 autres grandes structures du plateau de Gizeh, présentent également des sarcophages vides. Dans la pyramide de Mykérinos, le sarcophage fut expédié vers l'Angleterre au XIXe siècle par l'officier britannique Howard Vyse, mais le navire qui le transportait fit naufrage en Méditerranée. Les fragments osseux retrouvés dans la pyramide de Mykérinos et initialement associés au pharaon ont été datés par analyse au radiocarbone à une période plusieurs siècles postérieure à la 4e dynastie, ce qui suggère soit une intrusion secondaire dans la tombe, soit une erreur d'attribution. Ces données n'invalident pas la thèse funéraire, mais elles démontrent que les pyramides de Gizeh, comme ensemble, n'ont livré aucun reste humain contemporain de leur constructeur présumé. Des recherches non invasives, conduites au cours des dernières décennies, ont cherché à déterminer si des chambres cachées pourraient y contenir des restes ou des dépôts funéraires non encore découverts. Le projet Scan Pyramids, lancé en 2015 par une équipe internationale utilisant la myographie, une technique qui emploie les muons cosmiques pour cartographier les densités internes d'une structure, a annoncé en 2017 la détection d'une cavité volumineuse située au-dessus de la Grande Galerie. Cette cavité, dont les dimensions approximatives ont été estimées à plusieurs dizaines de mètres de longueur, n'avait pas été identifiée par les explorations précédentes. En 2023,
Des résultats complémentaires ont précisé l'orientation et la forme de cette anomalie, suggérant l'existence d'un couloir étroit menant potentiellement vers une zone encore inexplorée située derrière la face nord de la pyramide. Si une chambre non encore documentée existe effectivement à l'intérieur de la structure, elle pourrait théoriquement contenir des éléments funéraires, des inscriptions ou d'autres matériaux susceptibles de clarifier la fonction originelle de l'ensemble. L'absence de mobilier funéraire constitue un autre point d'écart notable. Les tombeaux royaux égyptiens, quelle que soit leur période, étaient généralement remplis d'objets destinés à assurer le confort et la protection du défunt dans l'au-delà. Le tombeau de Toutankhamon, découvert intact en 1922 par Howard Carter, illustre de manière spectaculaire cette pratique. Des milliers d'objets, des chars, des statues, des vases canopes, des vêtements et des provisions furent retrouvés dans un état de préservation remarquable. Même les tombeaux qui avaient été partiellement pillés conservaient généralement des résidus de leur contenu originel, des fragments de vases, des éclats de statuettes, des morceaux de tissu ou des traces de produits d'embaumement sur les parois ou le sol. Dans la Grande Pyramide, les explorations n'ont révélé aucun de ces résidus dans les chambres principales. La surface des parois de la chambre du roi et de la chambre de la reine ne porte aucune trace de résine, d'huile, de natron ou d'autres substances utilisées dans les rituels funéraires égyptiens. Cette absence chimique autant que matérielle est particulièrement difficile à expliquer par la seule hypothèse du pillage. Certains chercheurs ont proposé que la pyramide ait pu être conçue dès l'origine comme un cénotaphe, c'est-à-dire un monument symbolique sans vocation à contenir réellement le corps du roi. Des cénotaphes sont attestés dans l'architecture funéraire égyptienne, notamment le complexe d'Abydos associé à plusieurs pharaons. Cependant, les cénotaphes connus présentent généralement une iconographie et une configuration architecturale distinctes de celles des véritables tombes. La complexité interne de la Grande Pyramide, avec ses 3 chambres, sa grande galerie et ses systèmes de puits, ne correspond pas au profil architectural des cénotaphes documentés. Cette hypothèse ne résout donc pas entièrement la question, mais elle élargit le spectre des fonctions possibles que les chercheurs doivent envisager. Ce que l'analyse combinée de ces données met en évidence, c'est que l'absence d'un corps dans la Grande Pyramide n'est pas simplement une lacune documentaire comblable par une explication générale de pillage. Elle s'inscrit dans un ensemble de caractéristiques. Sarcophage non inscrit, absence de résidus funéraires, aucun témoignage de réinhumation secondaire, cavité potentiellement inexpliquée, qui forment un tableau cohérent d'un monument dont la relation avec la mort et l'enterrement reste, à ce stade de la recherche, incomplètement définie. La thèse funéraire n'est pas réfutée par ces observations, mais elle demeure insuffisamment confirmée par les preuves physiques directes que l'on attendrait d'un tombeau royal de cette envergure. La Grande Pyramide contient plusieurs systèmes de passage internes dont la fonction précise n'a pas été établie de manière définitive. Le plus connu est le réseau de 4 puits étroits qui partent des 2 chambres principales, 2 depuis la chambre du roi et 2 depuis la chambre de la reine. Ces puits, dont la section transversale est approximativement de 20 cm sur 20 cm, traversent la maçonnerie en diagonale sur des dizaines de mètres. 2 d'entre eux débouchent sur les faces extérieures de la pyramide, tandis que les 2 puits de la chambre de la reine se terminent, comme l'a révélé l'exploration robotique des années 1990, derrière des blocs de pierre comportant des poignées en cuivre. Cette configuration asymétrique, deux puits ouverts, 2 puits enfermés, n'a pas d'équivalent documenté dans d'autres structures égyptiennes anciennes. L'interprétation conventionnelle la plus ancienne désignait ces passages comme des conduits de ventilation destinés à assurer une circulation d'air dans les chambres de travail pendant la construction. Cette explication a été largement abandonnée pour les puits de la chambre de la reine, dont les extrémités obstruées ne permettent aucune ventilation effective. Pour les puits de l'entour et les puits de la chambre du roi, qui sont ouverts, la fonction de ventilation reste techniquement possible, mais elle soulève des questions sur la raison pour laquelle des canaux aussi précisément inclinés et aussi finement construits auraient été nécessaires uniquement pour l'aération d'espaces de travail temporaires. L'hypothèse astronomique de Robert Bauval, développée dans les années 1990, propose que ces puits soient des conduits d'alignement stellaire intentionnels. Selon les calculs de Bauval, l'inclinaison du puits sud de la chambre du roi correspond à l'angle auquel la ceinture d'Orion culminait au méridien, vers 2450 avant notre ère, date compatible avec la construction présumée. Le puits nord de la même chambre s'alignerait sur Tuban, l'étoile polaire de l'époque.
Les puits de la chambre de la reine, selon cette même analyse, pointaient respectivement vers Sirius au sud et vers une étoile de la constellation du Petit Ours au nord. Cette interprétation est cohérente avec la théologie funéraire égyptienne, dans laquelle Orion était associé à Osiris et Sirius à Isis, deux divinités centrales dans le cycle de mort et de résurrection du roi. Cependant, la précision de ces alignements a été contestée par d'autres astronomes qui, en recalculant les angles à partir des mesures réelles des puits, obtiennent des correspondances moins exactes que celles initialement publiées par Bauval. En 1993, l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink conduisit la première exploration robotique des puits de la Chambre de la Reine en utilisant un petit robot télécommandé nommé Upuaut 2. Cette exploration largement médiatisée révéla que le puits le sud de la Chambre de la Reine se terminait après environ 65 mètres de parcours, derrière une petite plaque de calcaire équipée de 2 anneaux en cuivre. Gantenbrink interpréta ces anneaux comme des poignées, suggérant que la plaque était une porte conçue pour être ouverte. Cette découverte fut qualifiée de majeure par certains chercheurs, mais les autorités égyptiennes n'autorisèrent pas immédiatement une exploration au-delà de cette obstruction. En 2002, une équipe conduite par Hawass utilisa un robot équipé d'une caméra miniature pour percer un trou dans la plaque et observer ce qui se trouvait derrière. La caméra révéla un court espace vide d'environ 20 cm, suivi d'une seconde plaque de pierre. L'existence de cette double obstruction n'avait pas été anticipée et reste inexpliquée dans le cadre des fonctions habituellement attribuées à ces puits. En 2011, le projet JEDI, utilisant un robot plus avancé équipé d'une micro-caméra flexible, parvint à glisser une sonde au-delà de la première obstruction et à photographier les parois de l'espace intermédiaire. Ces images révélèrent la présence de hiéroglyphes tracés en rouge sur les parois latérales de cet espace. Ces marques, qui n'avaient jamais été observées auparavant, semblent être des marques de carrier ou des signes numériques, similaires à ceux trouvés dans d'autres contextes architecturaux égyptiens. Leur présence dans un espace aussi confiné et aussi difficile d'accès indique qu'ils furent tracés pendant la construction, avant que la seconde plaque ne soit mise en place. La signification précise de ces hiéroglyphes n'a pas encore été établie avec certitude, et leur analyse complète est toujours en cours. La question de la fonction de ces puits en s'étend au-delà de leur orientation et de leur terminaison. Leur mode de construction lui-même pose des problèmes techniques non résolus. Ces passages traversent divers types de blocs de maçonnerie en maintenant des angles constants sur des dizaines de mètres, et ce dans les 3 dimensions. Leur section carrée régulière implique un processus de taille extrêmement contrôlé, effectué dans des espaces confinés où les ouvriers ne pouvaient pas se tenir debout. Les méthodes précises permettant de maintenir un angle constant sur une telle longueur à travers des blocs successifs de compositions différentes, sans dispositif de mesure électronique, n'ont pas été reconstituées de manière pleinement satisfaisante dans les modèles expérimentaux. Une dimension supplémentaire du problème concerne les puits, situés dans d'autres parties de la pyramide. Un passage vertical, connu sous le nom de puits des Carriers, relie la grande galerie à un niveau souterrain, traversant plusieurs dizaines de mètres de maçonnerie et de roches naturelles. Ce puits présente des caractéristiques qui suggèrent une construction en 2 phases distinctes, une portion inférieure creusée dans le substrat rocheux avec des parois irrégulières, typiques d'un travail d'extraction minière, et une portion supérieure traversant la maçonnerie avec des parois plus régulières. L'interprétation courante de ce puits est qu'il servait de voie d'évacuation pour les ouvriers chargés de sceller les couloirs après le dépôt du corps royal. Cette explication est logiquement cohérente avec la thèse funéraire, mais elle implique que le puits fut planifié bien avant la fin de la construction, ce qui suppose une séquence de travaux d'une complexité organisationnelle considérable. Des chercheurs comme Christopher Dunn ont proposé des interprétations radicalement différentes pour l'ensemble de ces systèmes de puits. Dunn, ingénieur en mécanique de formation, a avancé dans ses publications l'hypothèse que la pyramide fonctionnait comme une installation de production d'énergie utilisant des réactions chimiques ou acoustiques. Dans ce cadre, les puits auraient servi à acheminer des substances chimiques vers les chambres intérieures, où des réactions produisant des vibrations ou de l'énergie mécanique auraient pu être générées. Cette hypothèse est considérée par la grande majorité des archéologues comme spéculative et sans base évidentielle solide. Elle illustre néanmoins le fait que l'architecture interne de la pyramide est suffisamment inhabituelle pour avoir inspiré des réinterprétations fonctionnelles complètes, y compris de la part de professionnels issus des sciences de l'ingénierie.
Ce qui ressort de l'ensemble des données disponibles sur les systèmes de puits de la Grande Pyramide, c'est que leur conception est délibérée, précise et asymétrique. 2 puits en sont ouverts, 2 sont fermés par des obstructions composites. Les obstructions elles-mêmes contiennent des espaces intermédiaires et des inscriptions jamais destinées à être vues une fois la construction achevée. Aucun modèle fonctionnel unique. Ventilation, astronomie, rituels funéraires, évacuation des ouvriers n'expliquent de manière satisfaisante l'ensemble de ces caractéristiques simultanément. La configuration de ces passages reflète une intention architecturale dont la logique complète n'a pas encore été reconstituée, et les explorations robotiques successives ont révélé davantage de complexité que de clarté sur leur usage originel. En 1994, Robert Bauval et Adrian Gilbert publièrent un ouvrage intitulé « The Orion Mystery », dans lequel ils présentèrent une théorie fondée sur la correspondance spatiale entre la disposition des 3 pyramides de Gizeh et la configuration des 3 étoiles constituant la ceinture d'Orion. Selon cette hypothèse, la position relative des pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos sur le plateau reproduit fidèlement l'arrangement de Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka, les 3 étoiles centrales de la constellation d'Orion. L'axe légèrement décalé de la 3e pyramide par rapport à la ligne formée par les 2 premières correspond, dans les 2 cas, à une inflexion similaire dans l'alignement des étoiles. Bauval et Gilbert avancèrent que cette correspondance n'était pas le résultat d'une coïncidence géométrique, mais le produit d'une planification délibérée visant à créer sur Terre un reflet de la configuration céleste associée à Osiris dans la théologie égyptienne. La théorie fit l'objet d'un examen critique rigoureux dès sa publication. Plusieurs astronomes et égyptologues contestèrent la précision de la correspondance, faisant valoir que l'échelle relative des pyramides ne correspond pas exactement à la luminosité relative des étoiles, et que l'orientation générale de la disposition sur le plateau dévie de plusieurs degrés par rapport à la configuration stellaire réelle. Des critiques supplémentaires pointèrent vers le fait que la théorie requiert une sélection spécifique parmi les nombreuses configurations astronomiques observables depuis Gizeh, et que d'autres correspondances tout aussi convaincantes pourraient à date être trouvées avec d'autres groupes d'étoiles si l'on ajustait légèrement les paramètres de comparaison. Ces objections sont méthodologiquement sérieuses et Bauval lui-même a révisé certains aspects de sa théorie initiale dans des publications ultérieures. Cependant, l'argument astronomique de Bauval ne repose pas uniquement sur la correspondance géométrique entre les pyramides et les étoiles d'Orion. Un aspect distinct et moins contesté de sa théorie concerne la datation par précession. La précession des équinoxes est un phénomène astronomique par lequel l'axe de rotation de la Terre décrit un cercle complet en environ 26 000 ans, modifiant progressivement la position apparente des étoiles par rapport à l'horizon terrestre. En calculant la position de la ceinture d'Orion à différentes époques historiques, Bauval détermina que la correspondance la plus précise entre la disposition des pyramides et la position de ces étoiles au méridien du ciel nocturne remontait non pas à 2500 avant notre ère, date conventionnelle de la construction, mais à environ 10 500 avant notre ère. Cette date correspond, dans la terminologie de la précession, à une ère où la ceinture d'Orion atteignait son point de culmination le plus bas, à l'horizon sud, dans une configuration qui reflète plus exactement l'orientation terrestre du complexe de Gizeh. Cette conclusion a des implications considérables si elle est acceptée, car elle placerait la conception originelle du complexe de Gizeh dans une période préhistorique antérieure de plusieurs millénaires à toute civilisation connue capable de telles réalisations architecturales. Bauval n'affirme pas nécessairement que les pyramides furent construites à cette date, mais il suggère que le plan du complexe pourrait avoir été conçu ou transmis depuis cette époque reculée. Cette nuance est importante mais souvent perdue dans les discussions populaires sur le sujet. L'hypothèse de la transmission d'un plan architectural sur plusieurs millénaires pose ses propres problèmes. Quel support, quel mécanisme, quelle institution aurait pu préserver un tel plan pendant des dizaines de siècles sans laisser de traces documentaires ? Parallèlement à la théorie de Bauval, d'autres chercheurs ont développé des arguments astronomiques distincts portant sur l'orientation des puits de ventilation. Kate Spence, égyptologue à l'université de Cambridge, proposa en 2000 dans la revue Nature une méthode de datation de la construction de la Grande Pyramide basée sur les alignements stellaires des puits de la chambre du roi.
Selon son analyse, la simultanéité de certains alignements stellaires correspondant aux deux puits nord et sud permet de calculer une date précise de construction, environ 2478 avant notre ère. Cette méthode présente l'avantage d'utiliser les caractéristiques architecturales de la pyramide elle-même comme instrument de datation, indépendamment des sources textuelles. Elle fut bien reçue dans la communauté des égyptologues, bien que des contre-analyses aient proposé des dates légèrement différentes en fonction des paramètres de calcul utilisés. L'argument astronomique prend une dimension complémentaire lorsqu'on examine l'orientation du sphinx. Cette sculpture monumentale, dont le corps est celui d'un lion et le visage généralement identifié à celui de Képhren, est orientée vers l'est, face au lever du soleil au moment des équinoxes. Le géologue Robert Schoch et l'auteur John Anthony West ont proposé, à partir des années 1990, que le sphinx était orienté spécifiquement vers le point de l'horizon, où, à l'époque de 10 500 avant notre ère, la constellation du Lion se levait à l'équinoxe de printemps. Cette date correspondrait à l'âge du lion dans le cycle de précession, et la forme même de la sculpture, un corps de lion, serait une représentation du ciel de cette époque. Cet argument constitue une extension de la théorie de la corrélation d'Orion à une autre structure du plateau, en utilisant le même mécanisme de datation par précession. L'hypothèse d'une planification astronomique aussi précise et aussi étendue dans le temps pose une question fondamentale sur le niveau de connaissance astronomique requis. La maîtrise du cycle de précession, qui dure 26 000 ans, nécessite des observations accumulées sur de nombreuses générations et une capacité à modéliser mathématiquement les déplacements célestes à long terme. Dans les chronologies académiques conventionnelles, les premières attestations documentées d'une compréhension de la précession dans le monde antique remontent aux travaux d'Hipparque de Nicée, au IIe siècle avant notre ère. Si les constructeurs de Gizeh ont effectivement intégré des considérations précessionnelles dans leur planification, cela impliquerait une connaissance astronomique mathématique antérieure de plus de 2 millénaires aux premières attestations connues. Les partisans de la théorie de la corrélation d'Orion répondent à cette objection en soulignant que l'absence de documentation écrite d'une connaissance ne prouve pas son inexistence. Les peuples préhistoriques et protohistoriques observaient le ciel depuis des dizaines de millénaires, et plusieurs sites mégalithiques antérieurs à l'écriture, comme Stonehenge en Angleterre ou Newgrange en Irlande, manifestent une compréhension précise des cycles solaires et lunaires. Il n'est pas théoriquement impossible qu'une connaissance empirique de la précession ait été développée sans être consignée dans des textes accessibles aux archéologues modernes. Cette réponse est légitime en tant qu'argument de principe, mais elle ne constitue pas une preuve positive de l'existence d'une telle connaissance à l'époque concernée. Ce qui rend la théorie de Bauval durablement influente malgré ses critiques, c'est qu'elle propose une grille de lecture cohérente qui réunit plusieurs caractéristiques du complexe de Gizeh, l'orientation des pyramides, les alignements des puits, l'orientation du sphinx, dans un cadre interprétatif unique. Aucune théorie concurrente ne parvient à intégrer aussi naturellement l'ensemble de ces éléments dans un système explicatif unique. Cela ne valide pas la théorie, mais cela explique pourquoi elle continue d'être discutée sérieusement par des chercheurs qui, par ailleurs, rejettent nombre de ses implications les plus radicales. La question de la relation entre le complexe de Gizeh et les configurations astronomiques reste donc ouverte, non pas parce que les preuves sont inexistantes, mais parce que leur interprétation produit des conclusions dont les implications historiques dépassent largement ce que les données disponibles permettent de confirmer avec certitude. La datation de la Grande Pyramide par les méthodes archéologiques conventionnelles repose principalement sur la séquence dynastique, les inscriptions associées et la datation au radiocarbone d'échantillons organiques prélevés dans la maçonnerie. En 1984 et 1995, des équipes de chercheurs conduisirent des campagnes de datation au radiocarbone sur des fragments de charbon de bois et de mortier organique prélevés dans les joints de la pyramide. Les résultats de ces analyses indiquèrent des dates comprises entre 3100 et 2850 avant notre ère, soit légèrement plus anciennes que les dates conventionnelles basées sur la chronologie dynastique. Les chercheurs impliqués dans ces études attribuèrent de cet écart à l'utilisation probable de vieux bois recyclés dans les mortiers de construction, un phénomène connu sous le nom d'effet du vieux bois qui peut fausser les datations radiocarbone vers des périodes plus anciennes. Cette explication est techniquement plausible et fréquemment invoquée dans d'autres contextes archéologiques.
Cependant, elle introduit une incertitude dans la datation qui ne peut être entièrement éliminée sans l'identification de matériaux organiques à courte durée de vie, comme des graines ou des textiles, directement associés à la phase de construction originelle. De tels matériaux n'ont pas encore été identifiés en quantité suffisante pour produire une datation radiocarbonique statistiquement robuste et indépendante des questions de recyclage du bois. L'argument géologique le plus perturbateur pour la chronologie conventionnelle fut introduit par Robert Schoch, géologue à l'université de Boston, qui publia ses analyses du sphinx de Gizeh à partir de 1991. Schoch examina les profils d'érosion visibles sur le corps du sphinx et dans l'enceinte qui l'entoure. Son analyse conclut que les motifs d'érosion observés sur les parois verticales de cette enceinte sont caractéristiques d'une érosion par précipitation intense, c'est-à-dire par des pluies abondantes, plutôt que par l'érosion éolienne et la dégradation saline typique d'un climat désertique. Or, le climat de la région de Gizeh est aride depuis au moins 5000 avant notre ère. Pour que des précipitations suffisamment importantes aient produit les profils d'érosion observés, Schoch estima que le sphinx devait avoir été sculpté au moins avant 5000 avant notre ère, et probablement entre 7000 et 10 000 avant notre ère, pendant la période humide qui caractérisait le nord de l'Afrique à la fin de la dernière période glaciaire. Cette conclusion fut rejetée par la quasi-totalité des égyptologues, qui avancèrent plusieurs objections. Premièrement, certains géologues spécialistes des formations calcaires arguèrent que les profils d'érosion sur le sphinx pouvaient être le résultat d'autres processus, notamment la remontée de l'eau souterraine chargée en sel, le ruissellement périodique lors d'épisodes pluviaux exceptionnels ou des variations micro-locales de la texture du calcaire. Deuxièmement, les égyptologues soulignèrent qu'aucune civilisation connue n'était documentée en Égypte à la période suggérée par Schoch, et qu'attribuer la sculpture du sphinx à une telle époque nécessiterait de postuler l'existence d'une civilisation sans aucun vestige archéologique identifié. Schoch répondit à ces objections en distinguant soigneusement deux questions distinctes. La première est la question géologique de la datation des profils d'érosion, qu'il maintient être attribuable à une précipitation intense plutôt qu'à d'autres processus. La seconde est la question archéologique de l'identité des constructeurs, qui reste effectivement sans réponse dans son hypothèse. La confusion fréquente entre ces deux questions dans les débats publics a nui à une évaluation objective de l'argument géologique lui-même. En 2012, Schoch publia des analyses complémentaires intégrant des données sismiques qui révèlent une couche de matériaux altérés sous la surface du plateau de Gizeh, cohérente avec une exposition prolongée à l'humidité avant la période dynastique. Ces données cependant ne prouvent pas la datation ancienne du sphinx, mais elles renforcent la cohérence interne de l'argument géologique. D'autres géologues, indépendants de Schoch, ont examiné la question de l'érosion du sphinx sans nécessairement adopter ces conclusions chronologiques. Farouk Elbaz, géologue spécialisé dans les environnements désertiques, a souligné que la topographie du plateau de Gizeh crée des conditions locales de ruissellement qui pourraient expliquer certains des profils d'érosion observés sans nécessiter une période climatique humide prolongée. Cette perspective intermédiaire ne valide ni la chronologie conventionnelle, ni celle proposée par Schoch, mais elle illustre la complexité des processus géologiques en jeu et la difficulté d'attribuer des profils d'érosion à une cause unique avec une certitude absolue. La question de l'âge du plateau de Gizeh prend une dimension supplémentaire avec les découvertes récentes dans des zones souterraines. Des études sismiques conduites dans les années 1990 par une équipe incluant Thomas Dobecki ont révélé des anomalies dans les profils de densité du substrat rocheux sous l'enceinte du sphinx, suggérant l'existence de cavités ou de zones altérées à plusieurs mètres de profondeur. Certaines de ces anomalies ont été interprétées comme des indices de construction souterraine ou de tunnels artificiels. Les autorités égyptiennes n'ont pas autorisé de fouilles dans les zones identifiées par ces études, ce qui a empêché la vérification directe de ces données. La datation du mortier de construction par luminescence stimulée optiquement, une technique permettant de mesurer la durée écoulée depuis la dernière exposition d'un minéral à la lumière, a été appliquée à des échantillons prélevés sur le site de Gizeh par plusieurs équipes. Les résultats de ces analyses produisent des dates qui s'étendent sur une fourchette plus large que les datations radiocarboniques, avec certains échantillons indiquant des dates nettement antérieures à 2500 avant notre ère. L'interprétation de ces résultats est cependant complexe car la technique de la luminescence appliquée au mortier de chantier est sensible à de nombreux facteurs,
notamment les conditions d'exposition et la composition minéralogique des matériaux qui peuvent introduire des biais significatifs. Ce que l'ensemble des données géologiques et radiométriques disponibles permet d'établir avec certitude, c'est que la datation de la Grande Pyramide et du complexe de Gizeh ne repose pas sur un corpus de mesures directes uniformément cohérentes. Elle repose sur une convergence d'indices qui, considérés individuellement, admettent chacun des interprétations alternatives. La combinaison de la chronologie dynastique, des inscriptions, des datations radiocarboniques et des analyses géologiques produit un tableau d'ensemble compatible avec la construction à l'époque de la 4e dynastie. Mais ce tableau comporte des marges d'incertitude que les discussions publiques tendent à minimiser. La question de l'âge véritable du complexe de Gizeh, et plus spécifiquement du Sphinx et des structures qui lui sont associées, demeure l'un des points où la géologie et l'archéologie ne sont pas encore parvenues à une synthèse définitive. Parmi les 3 chambres principales de la Grande Pyramide, la chambre souterraine est celle qui a reçu le moins d'attention dans les discussions académiques et populaires, en partie parce qu'elle présente un état d'inachèvement apparent qui a conduit à la traiter comme une anomalie secondaire, plutôt que comme un élément central de l'architecture originelle. Creusée directement dans le substrat rocheux du plateau de Gizeh, à une profondeur d'environ 30 mètres sous la base de la pyramide, cette chambre est accessible par un passage descendant qui s'étend depuis l'entrée principale sur la face nord de la structure. Ses dimensions sont considérables, environ 14 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur, mais son plafond est irrégulier et ses parois ne présentent pas le degré de finition que l'on observe dans la chambre du roi. Des surfaces rugueuses, des niches creusées sans que leur fonction soit claire et un puits vertical dont le fond n'a jamais été atteint de manière définitive caractérisent cet espace. L'interprétation conventionnelle de la chambre souterraine suppose qu'elle représente un plan de construction initial abandonné au profit d'un emplacement plus élevé dans la maçonnerie. Selon ce scénario, les architectes auraient d'abord prévu de placer la chambre funéraire dans la roche, conformément à la tradition des tombeaux royaux antérieurs à la 4e dynastie, avant de modifier le plan pour élever la chambre principale à l'intérieur du massif de maçonnerie. Ce changement de plan expliquerait l'abandon de la chambre souterraine dans un état inachevé. Cette hypothèse est structurellement plausible et s'appuie sur la logique évolutive des projets de construction. Cependant, elle présuppose que le changement de plan intervint après que la chambre souterraine ait déjà été partiellement creusée, ce qui implique une révision architecturale majeure en cours de chantier. Ce qui rend cette explication incomplète est l'observation que la Grande Pyramide semble avoir été conçue pour intégrer simultanément ces 3 chambres dès l'origine. La disposition des passages intérieurs ne ressemble pas à celle d'une structure révisée en cours de construction. Le couloir descendant vers la chambre souterraine, le couloir ascendant menant à la chambre de la reine et à la grande galerie, et la jonction entre ces axes de circulation forment un système cohérent dont les angles et les dimensions suggèrent une planification d'ensemble préalable. Si la chambre souterraine avait été abandonnée, on pourrait s'attendre à ce que le couloir qui y mène soit condamné ou rendu inaccessible, comme c'est le cas pour certains passages secondaires dans d'autres pyramides. Au lieu de cela, le passage vers la chambre souterraine reste fonctionnel et accessible, suggérant qu'il faisait partie intégrante de la conception finale. Le puits de dents vertical, situé dans le coin sud-ouest de la chambre souterraine, représente une caractéristique particulièrement intrigante. Ce puits descend sur plusieurs mètres supplémentaires dans la roche, au-delà du niveau de plancher de la chambre, mais il n'a jamais été entièrement exploré en raison de l'accumulation de débris et d'eau. Des explorations partielles conduites au XIXe siècle et au début du XXe siècle estimèrent sa profondeur à au moins 12 mètres sous le plancher de la chambre, ce qui porterait son extrémité inférieure à plus de 40 mètres sous la base de la pyramide. L'interprétation de ce puits comme un forage géologique préliminaire pour tester la stabilité du substrat avant la construction est avancée par certains archéologues. D'autres chercheurs l'ont associé à la tradition symbolique de l'abysse ou du duat, le monde souterrain de la cosmologie égyptienne, ce qui serait cohérent avec une fonction rituelle de la chambre plutôt qu'avec une simple chambre funéraire inachevée. Les études géophysiques du plateau de Gizeh ont produit des données qui complexifient davantage l'image de la chambre souterraine. Des analyses de sismiques conduites dans les années 1990 révèlent des anomalies venties de densité dans les zones rocheuses situées sous et autour de cette chambre, compatibles avec l'existence de cavités naturelles ou artificielles non encore cartographiées. La géologie calcaire du plateau
est naturellement sujette à la formation de cavités karstiques, de sorte que toutes les anomalies détectées ne peuvent être automatiquement attribuées à des interventions humaines. Cependant, certaines des anomalies présentent des configurations géométriques qui ne correspondent pas au profil typique des cavités karstiques naturelles, notamment des interfaces horizontales nettes qui pourraient indiquer des structures taillées. Une dimension textuelle s'ajoute à ces données physiques. Certaines traductions des textes des pyramides et des textes des sarcophages mentionnent un espace cosmologique souterrain associé au parcours du défunt, appelé le Duat, qui est parfois décrit comme une région à la fois aquatique et rocheuse, située sous la Terre. Des chercheurs comme John Gee et J.P. Allen ont analysé ces textes en détail et soulignent que leur application à des espaces architecturaux spécifiques est hasardeuse, car la littérature funéraire égyptienne utilise un langage hautement symbolique dont la correspondance avec des structures physiques réelles reste difficile à établir. Néanmoins, la présence d'un espace souterrain dans une pyramide qui essaie par ailleurs richement dotée d'espaces intérieurs symboliquement chargés ne peut être entièrement traitée comme une coïncidence architecturale fortuite. La chambre de la reine, dont le nom est une attribution médiévale des explorateurs arabes et non une désignation égyptienne antique, présente elle aussi des caractéristiques inexpliquées. Sa niche est taillée dans le mur est et se caractérise par une profondeur et une hauteur qui dépassent ce que l'on attendrait d'une simple alcôve décorative. Certains chercheurs ont proposé que cette niche abritait une statue du roi, une pratique attestée dans d'autres contextes funéraires égyptiens, tandis que d'autres ont suggéré qu'elle pourrait marquer l'emplacement d'un accès à un passage non encore découvert. Les analyses par myographie conduites dans le cadre du projet Scan Pyramids n'ont pas exclu cette possibilité, et les anomalies trop de densité détectées à proximité de la chambre de la reine sont suffisamment significatives pour avoir motivé des explorations supplémentaires. C'est ce que révèle l'examen de la chambre souterraine et de sa relation avec le reste de l'architecture intérieure, c'est que la pyramide de Khéops ne suit pas un schéma architectural simple. Elle contient des espaces à différents niveaux, sous le sol du plateau, au niveau de la maçonnerie inférieure et au cœur du massif, relié par un réseau de passages dont la logique interne n'est pas entièrement élucidée. L'hypothèse d'une évolution du plan en cours de construction explique certaines des discontinuités observées, mais elle ne rend pas compte de la cohérence d'ensemble du système de passage ni de la présence d'éléments architecturaux dans la chambre souterraine, le puits vertical, les niches, qui suggèrent une fonction intentionnelle plutôt qu'un abandon pur et simple. La conception de la pyramide dans sa totalité, des espaces souterrains jusqu'au puits supérieur, apparaît comme un système intégré dont les fonctions individuelles ne sont pas toutes identifiées et dont le principe organisateur général reste une question ouverte. Le débat sur les méthodes de construction de la Grande Pyramide a généré, au cours des dernières décennies, un nombre considérable de théories alternatives qui vont des approches légèrement révisées, des méthodes conventionnelles jusqu'aux propositions les plus radicales impliquant des technologies ou des connaissances totalement inconnues dans l'Égypte ancienne. Un examen rigoureux de ces théories révèle que chacune d'entre elles résout une partie des problèmes d'ingénierie identifiés, tout en introduisant de nouvelles difficultés ou en laissant d'autres problèmes sans réponse. La théorie du béton géopolymère, développée principalement par le chimiste français Joseph Davidovits à partir des années 1970, propose que les blocs de calcaire de la pyramide n'aient pas été taillés dans des carrières puis transportés, mais coulés sur place à partir d'un mélange de calcaire pulvérisé, de natron, d'eau et d'autres composants chimiques présents en abondance en Égypte. Selon cette hypothèse, les Égyptiens auraient en développé une forme primitive de béton calcaire qui, une fois coulé dans des coffrages en bois disposés à l'emplacement final de chaque bloc, aurait durci pour produire une roche artificielle pratiquement indiscernable du calcaire naturel. Cette approche expliquerait la précision des joints, l'absence de traces de sciage sur certaines surfaces et réduirait considérablement les problèmes logistiques de transport de blocs massifs. Davidovits et ses collaborateurs ont publié des analyses chimiques de prélèvements effectuées sur des blocs de la pyramide, identifiant des ratios de certains éléments, notamment le silicium, l'aluminium et le calcium, qui, selon leurs interprétations, diffèrent dans des profils naturels du calcaire de Toura et correspondraient mieux à un béton recalcifié. Ces analyses ont été contestées par
par d'autres géochimistes qui, en examinant les mêmes types de prélèvements, conclurent que les profils chimiques observés étaient anticompatibles avec du calcaire naturel et que les variations notées par Davidovits s'expliquaient par des processus de diagenèse naturelle. En 2006, une étude publiée dans le Journal of Archaeological Science examina des échantillons de la Grande Pyramide et d'autres pyramides égyptiennes et conclut que les blocs analysés étaient du calcaire naturel taillé, sans trace convaincante de recalcification artificielle. Cette conclusion n'a pas mis fin au débat, car Davidovits et ses partisans ont contesté les protocoles d'échantillonnage utilisés dans cette étude. La théorie du transport par eau, proposée par plusieurs ingénieurs indépendants, suggère que des systèmes de canaux temporaires ou des rampes inondées pourraient avoir facilité le transport des blocs depuis les carrières jusqu'au plateau. Cette idée s'appuie sur des preuves de systèmes hydrauliques sophistiqués dans l'Égypte ancienne, notamment des canaux d'irrigation documentés et des bassins artificiels associés à certains complexes funéraires. Appliquée à la logistique de construction de la pyramide, cette hypothèse permettrait de réduire l'effort physique requis pour déplacer des blocs lourds sur des surfaces horizontales, en utilisant la flottabilité pour compenser partiellement leur masse. Elle ne résout cependant pas le problème de l'élévation des blocs jusqu'au niveau supérieur de la structure, et les traces archéologiques de systèmes hydrauliques à grande échelle spécifiques au chantier de Gizeh n'ont pas été identifiées. Une approche distincte a été proposée par l'égyptologue Mark Lehner, qui a consacré des décennies à l'étude archéologique du plateau de Gizeh. Lehner a coordonné des expériences pratiques à grande échelle qui ont testé les techniques conventionnelles de transport et d'élévation des blocs. Ces expériences ont démontré qu'avec une organisation humaine suffisante et des lubrifiants simples comme l'eau ou l'huile, il est possible de déplacer des blocs de plusieurs tonnes sur des surfaces planes avec un nombre relativement réduit de travailleurs. Ces reconstitutions expérimentales ont fourni des données utiles sur les taux d'avancement et les besoins en main-d'œuvre. Cependant, ces expériences ont principalement testé le transport horizontal et l'élévation de faibles hauteurs. Les conditions spécifiques à la construction des niveaux supérieurs de la pyramide, impliquant des angles plus importants, des espaces de travail plus restreints et des blocs de granit d'une masse bien supérieure à ceux testés expérimentalement, restent moins bien documentées. Les théories impliquant des technologies inconnues ou des connaissances perdues constituent une catégorie à part dans le spectre des propositions alternatives. Parmi celles-ci, l'hypothèse de la lévitation acoustique ou magnétique des blocs, souvent associée à des traditions ésotériques concernant la maîtrise de forces naturelles par les anciens Égyptiens, est celle qui fait l'objet du plus grand scepticisme scientifique. Les principes physiques de la lévitation acoustique sont réels. Il est effectivement possible de suspendre de petits objets dans l'air par le biais d'ondes sonores focalisées, mais les calculs de puissance requis pour appliquer ce principe à des masses de plusieurs dizaines de tonnes sont incompatibles avec les sources d'énergie disponibles dans l'Égypte ancienne ou dans tout contexte pré-industriel connu. Ces théories ne sont pas prises en considération dans les recherches académiques sérieuses, mais leur persistance dans les discussions populaires reflète l'insatisfaction générale face à l'incomplétude des explications conventionnelles. Une approche plus récente et techniquement plus rigoureuse est celle proposée par l'ingénieur américain Christopher Dunn, mentionné précédemment pour ses hypothèses d'Urminio sur la fonction de la pyramide. Dans ses analyses des traces d'usinage observées sur certains artefacts en granit retrouvés à Gizeh et dans d'autres sites égyptiens, Dunn identifie des caractéristiques, notamment des rainures en spirale régulières dans des cylindres forés et des surfaces planes d'une régularité incompatible avec les outils manuels connus, qui selon lui impliquent l'utilisation d'outils mécaniques rotatifs. Des analyses ultérieures conduites par d'autres chercheurs ont confirmé que certaines de ces traces sont difficiles à reproduire avec les outils en cuivre et en pierre identifiés dans les collections archéologiques égyptiennes. La signification de ces observations reste controversée. Elle pourrait indiquer l'existence de technologies d'usinage non documentées, ou elle pourrait s'expliquer par des techniques artisanales extrêmement perfectionnées, dont le mécanisme précis n'a pas encore été reconstitué expérimentalement. Ce panorama des théories alternatives de construction révèle une structure commune. Chaque hypothèse sérieuse prend pour point de départ une anomalie réelle dans les données archéologiques ou physiques, une imprécision dans les reconstitutions expérimentales, une caractéristique chimique ou géométrique inexpliquée, une limitation connue des outils disponibles.
À partir de cette anomalie réelle, les théories divergent selon le degré de rupture qu'elles proposent avec le cadre conventionnel. Les théories les plus proches du consensus académique proposent devant des révisions limitées des méthodes conventionnelles. Celles qui s'en éloignent le plus proposent devant des ruptures paradigmatiques dont les implications dépassent largement la question de la construction de la pyramide et remettent en cause l'ensemble de la chronologie de l'histoire humaine. L'évaluation rigoureuse de ces théories nécessite de distinguer soigneusement la qualité des anomalies sur lesquelles elles se fondent de la validité des conclusions qu'elles en tirent. Certaines anomalies sont réelles et méritent une investigation approfondie. Les conclusions les plus radicales qui en sont tirées restent en l'état actuel des preuves disponibles, sans confirmation indépendante. La stèle d'inventaire occupe une position particulière dans le débat sur la Grande Pyramide parce qu'elle constitue l'un des rares documents qui, s'il est accepté comme fiable, impliquerait directement une révision de la chronologie conventionnelle du complexe de Gizeh. Découverte en 1858 par Auguste Mariette dans les ruines d'un temple d'Isis situé à l'est de la Grande Pyramide, cette stèle en calcaire est aujourd'hui conservée au musée du Caire. Elle mesure environ 1,8 m de hauteur et porte une inscription hiéroglyphique au nom de Khéops. Son contenu décrit des travaux entrepris par ce pharaon pour restaurer et entretenir des structures existantes sur le plateau de Gizeh, notamment un temple d'Isis et une statue qualifiée dans l'inscription de sphinx ou de figure gardienne. La datation de la stèle elle-même est relativement bien établie. L'analyse paléographique des hiéroglyphes et le style de la sculpture sont cohérents avec une production datant de la 26e dynastie, entre 664 et 525 avant notre ère, soit environ 2000 ans après le règne de Khéops. Cette datation tardive est l'argument principal sur lequel les égyptologues s'appuient pour rejeter la stèle comme source historique fiable concernant la 4e dynastie. La position académique standard est que la stèle fut fabriquée ou commandée par les prêtres du temple d'Isis à une époque où le culte d'Isis à Gizeh cherchait à légitimer son ancienneté en se rattachant directement au règne de Khéops, associé à la pyramide monumentale voisine. Dans ce contexte, l'inscription attribuant à Khéops des travaux de restauration de structures déjà existantes serait une invention pieuse, destinée à conférer une autorité royale ancienne à ce culte tardif. Cette interprétation est historiquement plausible et bien documentée dans d'autres contextes de l'Égypte tardive, où des inscriptions anachroniques furent effectivement produites pour des raisons de légitimation cultuelle. Cependant, plusieurs chercheurs ont souligné que la stèle contient des détails spécifiques qui, s'ils avaient été entièrement inventés au 7e siècle avant notre ère, auraient probablement reflété la compréhension de la 26e dynastie du complexe de Gizeh plutôt que des informations remontant à la 4e dynastie. Parmi ces détails, la description du sphinx comme une entité préexistante que Khéops vénérait et dont il restaurait les abords est particulièrement notable. Si le sphinx avait été construit par Khéphren, comme le soutient la chronologie conventionnelle, une inscription du règne de Khéops mentionnant une restauration de cette figure serait anachronique même par rapport à la chronologie dynastique acceptée, puisque Khéops était le père de Khéphren. Une stèle tardive inventant une connexion entre Khéops et le sphinx aurait vraisemblablement évité cette contradiction interne si ses auteurs avaient eu connaissance de l'attribution conventionnelle. Cet argument a été développé en détail par l'égyptologue indépendant John Anthony West, qui y voit une confirmation de sa thèse selon laquelle le sphinx précède Khéphren et pourrait même précéder l'ensemble de la 4e dynastie. West se base sur une combinaison de la stèle d'inventaire et des analyses géologiques de Robert Schoch pour proposer que le sphinx est une structure antérieure aux pyramides de Gizeh, construite par une civilisation ou une culture dont les traces archéologiques n'ont pas encore été identifiées. Cette conclusion va considérablement au-delà de ce que la stèle d'inventaire seule peut étayer, et elle est rejetée par les égyptologues au motif qu'une stèle de fabrication tardive ne peut constituer une preuve d'une chronologie radicalement différente en l'absence de corroboration archéologique directe. La réponse conventionnelle à l'anomalie interne de la stèle, le fait qu'elle place Khéops dans une relation de contemporanéité avec le sphinx, est que les prêtres de la 26e dynastie n'étaient pas nécessairement au courant de la distinction chronologique entre Khéops et Khéphren, ou qu'ils ne s'en souciaient même pas dans le contexte de la légitimation cultuelle qu'ils poursuivaient d'un. Cette explication est fonctionnellement satisfaisante, mais elle implique que les auteurs de la stèle commettaient
une erreur historique de base concernant des monuments situés immédiatement à côté du temple qu'il cherchait à légitimer. Il est difficile de déterminer si cette erreur est plus probable qu'une transmission de données historiques réelles sur la chronologie du Sphinx. Un aspect de la stèle d'inventaire moins fréquemment discuté est la mention d'une chambre ou d'une salle dont l'emplacement est décrit en relation avec la pyramide et le temple d'Isis. L'inscription utilise des termes topographiques spécifiques qui ont été interprétés de diverses manières par différents traducteurs. Certains y voient une référence à des structures déjà connues, tandis que d'autres suggèrent qu'elle pourrait décrire un espace souterrain non encore identifié. Cette ambiguïté textuelle ne permet pas de tirer de conclusions fermes, mais elle illustre la difficulté générale d'interpréter des textes qui utilisent un vocabulaire architectural dont la signification précise dans son contexte originel n'est pas toujours transparente pour les traducteurs modernes. L'enjeu méthodologique que soulève la stèle d'inventaire dépasse la question spécifique de la chronologie du Sphinx. Il touche à un problème fondamental de l'historiographie égyptienne, la fiabilité des sources tardives concernant les périodes anciennes. L'Égypte ancienne possédait une tradition de conservation et de copie des textes anciens, mais aussi une pratique reconnue de production de documents pseudo-anciens à des fins cultuelles et politiques. Distinguer les transmissions fidèles des inventions tardives est souvent impossible sans corroboration archéologique directe. Dans le cas de la stèle d'inventaire, la corroboration directe fait défaut dans les deux sens. Rien ne prouve formellement qu'elle transmet des données authentiques de la 4e dynastie, mais rien ne prouve non plus formellement qu'elle les invente entièrement. Cette situation épistémologique n'est pas unique à la question de Gizeh. Elle caractérise une grande partie de l'histoire égyptienne ancienne, où les sources disponibles sont fragmentaires, géographiquement inégalement distribuées et parfois difficiles à dater avec précision. Ce que la stèle d'inventaire apporte au débat sur la Grande Pyramide n'est pas une preuve directe dans un sens ou dans l'autre, mais une illustration du fait que les sources sur lesquelles repose la chronologie conventionnelle sont elles-mêmes le produit de processus de transmission et d'interprétation qui introduisent donc des incertitudes difficiles à éliminer entièrement. La question de la valeur historique de cette stèle reste ouverte dans la mesure où aucune découverte archéologique ne permet actuellement de la trancher définitivement, et elle continuera d'alimenter les débats sur la chronologie du complexe de Gizeh tant que cette situation documentaire ne changera pas. Les propriétés acoustiques de la Grande Pyramide ont fait l'objet d'une attention croissante depuis les années 1990, lorsque des chercheurs issus de disciplines aussi diverses que la physique, la musicologie et l'archéologie ont commencé à mesurer systématiquement les caractéristiques sonores des espaces intérieurs de la structure. Ces études ont révélé que la chambre du roi en particulier présente des propriétés de résonance inhabituelles qui ne peuvent être entièrement expliquées par la simple géométrie de la salle. La fréquence de résonance fondamentale de cette chambre a été mesurée par plusieurs équipes indépendantes à des valeurs comprises entre 1 et 4 Hz, ce qui correspond à des infrasons, des vibrations en dessous du seuil de perception auditive humaine. Ces fréquences sont notamment proches des rythmes naturels de certaines fonctions physiologiques humaines, comme la fréquence cardiaque au repos et certains états de l'activité cérébrale mesurables par électroencéphalographie. L'observation de ces propriétés acoustiques a conduit certains chercheurs à proposer que la chambre pouvait avoir été conçue intentionnellement pour produire des effets physiologiques sur les personnes s'y trouvant, notamment dans le contexte de rituels ou de pratiques méditatives. Cette hypothèse s'inscrit dans un cadre plus large de l'archéoacoustique, un champ disciplinaire émergent qui étudie les propriétés sonores des sites archéologiques anciens. Des recherches dans ce domaine ont également identifié des propriétés acoustiques remarquables dans d'autres structures préhistoriques, notamment certains dolmens en Europe occidentale et des chambres dans le complexe mégalithique de Al-Saflieni à Malte, dont la fréquence de résonance principale se situe également dans la gamme des infrasons. Ces correspondances transculturelles sont interprétées par certains chercheurs comme des indices d'une utilisation intentionnelle de l'acoustique dans les architectures sacrées ou rituelles. L'application de cette hypothèse à la Grande Pyramide soulève cependant des questions méthodologiques importantes. Premièrement, les mesures acoustiques effectuées à l'intérieur de la pyramide sont réalisées dans des conditions très différentes de celles de l'Antiquité. Les revêtements en calcaire poli qui couvraient originellement les parois de la chambre ont été retirés ou dégradés depuis des millénaires. La surface brute du granit exposée aujourd'hui
présente des propriétés de réflexion sonore différentes de celles d'une surface polie. De plus, les objets et équipements des diverses explorations modernes modifient ainsi les conditions acoustiques de l'espace. Les mesures actuelles offrent donc une approximation des propriétés acoustiques originelles de la chambre, mais pas une reproduction fidèle. Deuxièmement, la démonstration qu'un espace présente des propriétés acoustiques remarquables ne constitue pas en elle-même une preuve que ces propriétés étaient intentionnelles. Il est possible que la géométrie de la chambre, déterminée par des contraintes structurelles et architecturales, produise des effets acoustiques intéressants sans que leur concepteur ait cherché à les obtenir. Distinguer l'intention de la coïncidence dans ce domaine nécessite des preuves supplémentaires sur les pratiques qui se déroulaient dans ces espaces, et de telles preuves font défaut pour la Grande Pyramide. Cela étant dit, les données acoustiques disponibles ont conduit à des hypothèses plus spécifiques sur la fonction possible de la chambre. John Reed, chercheur en cymatique, l'étude de la visualisation des sons, a conduit des expériences dans la chambre du roi utilisant de la poudre fine pour visualiser les modes vibratoires produits par des sons émis à différentes fréquences. Ces expériences ont révélé que certaines fréquences produisent des motifs géométriques réguliers sur les surfaces horizontales de la chambre, des figures connues sous le nom de figures de Chladni. Reid a interprété ces motifs comme des indices de que la chambre fut conçue pour amplifier et structurer les vibrations sonores dans un cadre rituel, possiblement en lien avec des pratiques de chant ou de récitation. Cette interprétation reste spéculative, mais les motifs observés sont réels et reproductibles. Une autre dimension de l'hypothèse acoustique concerne le sarcophage en granit de la chambre du roi. Plusieurs chercheurs ont mesuré la fréquence de résonance du sarcophage en le frappant légèrement et en enregistrant la vibration résultante. Ces mesures produisent une note fondamentale dans la gamme de fréquences audibles, dont la valeur exacte varie selon les mesures publiées, mais se situe généralement autour de 2 à 3 kHz. Cette fréquence est dans la gamme de résonance naturelle du corps humain, et certains chercheurs ont suggéré que le sarcophage pourrait avoir fonctionné comme un instrument de chambre destiné à induire des états physiologiques spécifiques chez une personne allongée à l'intérieur, possiblement dans le cadre de rituels d'initiation ou d'induction de vision. Cette hypothèse, développée notamment par Paul Horn et d'autres musiciens et chercheurs qui eurent accès à la chambre pour des enregistrements, est difficile à soumettre à une vérification archéologique directe. La Grande Galerie, ce passage de 47 mètres de long et de 8,5 mètres de haut qui conduit à la chambre du roi, présente également des caractéristiques acoustiques singulières. Les murs en gradin de cette galerie créent un espace à la géométrie particulièrement favorable à la propagation et à l'amplification des sons. Des enregistrements réalisés à l'intérieur ont montré que la Grande Galerie amplifie certaines fréquences de manière sélective, produisant des effets de réverbération inhabituels pour un espace de ces dimensions. Des rainures régulièrement espacées dans les murs de granit de la galerie, dont la fonction n'a jamais été définitivement expliquée dans le cadre architectural conventionnel, ont été interprétées par certains chercheurs comme des logements pour des résonateurs, des objets en bois ou en autres matériaux destinés à modifier les propriétés acoustiques de l'espace. Cette interprétation est ingénieuse, mais ne peut être confirmée en l'absence de tels objets dans les collections archéologiques. L'hypothèse de résonance dans son ensemble se heurte à un obstacle fondamental, commun à toutes les théories sur la fonction de la pyramide, qui dépasse la thèse funéraire simple: l'absence de textes contemporains décrivant les pratiques qui auraient eu lieu à l'intérieur de la structure. Si la chambre du roi fut utilisée pour des rituels exploitant ses propriétés acoustiques, ces rituels ont laissé aucune trace documentaire directe datant de la 4e dynastie. Les textes des pyramides, qui fournissent la documentation la plus détaillée sur les rituels funéraires royaux, décrivent donc des pratiques qui se déroulent principalement dans le contexte du corps et de son passage dans le monde souterrain, sans référence explicite à l'utilisation acoustique des chambres. Cette lacune documentaire ne réfute pas l'hypothèse acoustique, mais elle implique que toute reconstruction des pratiques originelles reste fondamentalement conjecturale. Ce que les données acoustiques contribuent au dossier d'investigation sur la Grande Pyramide, c'est une dimension supplémentaire de la complexité de sa conception. La structure n'est pas seulement précise géométriquement, astronomiquement orientée et logistiquement imposante. Elle présente également des caractéristiques acoustiques qui dépassent ce que l'on attendrait d'un simple tombeau non meublé.
La convergence de ces différentes dimensions inhabituelles, géométriques, astronomiques, acoustiques, architecturales, renforce l'impression que la conception de la pyramide intègre un niveau de sophistication dont la logique complète n'a pas encore été reconstituée par les recherches actuelles. Pour évaluer la thèse funéraire de la Grande Pyramide, une approche particulièrement instructive consiste à examiner comment les pratiques funéraires royales en Égypte évoluèrent après la 4e dynastie et en quoi les tombeaux des périodes suivantes diffèrent de la structure de Gizeh. Cette comparaison diachronique permet d'identifier les éléments que la Grande Pyramide partage avec d'autres tombeaux royaux, mais surtout les caractéristiques qui lui sont propres et qui n'ont pas été reproduites dans les constructions ultérieures. Ces divergences sont précieuses pour comprendre si la pyramide de Khéops représente l'apogée d'une tradition funéraire cohérente ou si elle s'en écarte de manière significative. Les pyramides de la 5e dynastie, construites entre environ 2494 et 2345 avant notre ère, offrent le premier point de comparaison évident. Ces structures, bien que de dimensions considérablement inférieures à celles de la 4e dynastie, introduisent un élément fondamental qui est absent de la Grande Pyramide, les inscriptions religieuses. Les textes des pyramides, découverts pour la première fois dans la pyramide d'Ounas à Saqqara, couvrent les parois des chambres intérieures de colonnes de hiéroglyphes décrivant les voyages de l'âme royale dans l'au-delà. Ces textes constituent la première documentation textuelle directe de la fonction religieuse des pyramides. Leur absence dans la Grande Pyramide est d'autant plus frappante que la complexité intérieure de cette dernière est nettement supérieure à celle des pyramides de la 5e dynastie, dont les chambres sont plus simples mais textuellement riches. Les pyramides de la 12e dynastie, construites pendant la période du Moyen Empire, entre environ 2055 et 1650 avant notre ère, montrent une nouvelle évolution des pratiques funéraires pyramidales. Ces structures utilisent souvent des noyaux en briques crues, avec un revêtement extérieur en calcaire, une technique de construction nettement moins durable que la maçonnerie en pierre massive utilisée à Gizeh. Cependant, leurs chambres intérieures présentent des systèmes de sécurité élaborés, passages à faux, blocs de granit coulissants, dédales de couloirs, qui témoignent d'une préoccupation intense pour la protection du corps royal contre le pillage. Cette préoccupation sécuritaire est remarquablement absente de la Grande Pyramide, dont la configuration des passages est relativement directe et dont les systèmes de fermeture, bien que présents sous forme de blocs de granit dans les couloirs, sont moins sophistiqués que les dispositifs anti-intrusion développés dans les pyramides ultérieures. Les tombeaux de la vallée des rois, utilisés par les pharaons du Nouvel Empire à partir d'environ 1550 avant notre ère, représentent une rupture complète avec la tradition pyramidale. Ces tombeaux hypogées, entièrement taillés dans la roche, abandonnent la superstructure visible au profit de l'anonymat topographique. Cette transition est généralement expliquée par l'échec des pyramides à protéger les corps royaux contre le pillage, qui était devenu un problème systématique à la fin du Moyen Empire. Si cette explication est correcte, elle implique que les pyramides avaient bien une fonction funéraire primaire, protéger un corps, et que leur abandon reflète la reconnaissance de leur échec à remplir cette fonction. Ce raisonnement est cohérent avec la thèse funéraire, mais il renforce paradoxalement l'anomalie de la Grande Pyramide, dont le corps royal n'a jamais été retrouvé même indirectement, contrairement aux tombeaux de la vallée des rois qui conservèrent les momies royales jusqu'à leur déplacement dans des cachettes à l'époque ramesside. Un contraste particulièrement significatif existe entre la Grande Pyramide et le complexe funéraire de Djoser à Saqqara, qui précède la 4e dynastie d'environ un siècle. La pyramide à degrés de Djoser, construite sous la direction de l'architecte Imhotep, est généralement considérée comme le prototype des pyramides à face lisse qui culmineront à Gizeh. Le complexe de Djoser comprend un réseau de galeries souterraines d'une longueur totale de plusieurs kilomètres, une chambre funéraire centrale en granit et des structures annexes dont la fonction rituelle est mieux documentée que celle de Gizeh. Notamment, la pyramide de Djoser fut découverte avec des fragments de momies qui, bien qu'incomplets, atteste la présence originelle d'un corps. La chambre funéraire de Djoser présente également des inscriptions et des panneaux de faïence bleue qui témoignent d'une richesse décorative absente de la Grande Pyramide. Cette comparaison révèle une progression architecturale paradoxale. La pyramide à degrés, plus ancienne et techniquement moins ambitieuse, présente des caractéristiques funéraires plus explicites.
présence de restes humains, décoration intérieure, inscriptions, que la Grande Pyramide, plus récente, est techniquement supérieure. Si la Grande Pyramide représentait l'évolution naturelle de la tradition inaugurée par Djoser, on pourrait s'attendre à ce qu'elle amplifie ses caractéristiques funéraires plutôt qu'elle les supprime. Cette inversion n'est pas nécessairement incompatible avec la thèse funéraire. Des changements de mode, de théologie ou de pratique pourraient expliquer l'abandon de certains éléments décoratifs. Mais elle complique le récit d'une évolution linéaire et cohérente. Les pyramides subsidiaires construites autour des grandes pyramides de Gizeh fournissent un autre point de comparaison. Ces structures plus petites, associées aux reines et aux proches du pharaon, présentent des configurations intérieures plus simples que la grande pyramide. Certaines d'entre elles ont livré des fragments osseux et des traces de mobilier funéraire, confirmant leur usage sépulcral. La coexistence de ces structures clairement funéraires avec la grande pyramide sur le même plateau est parfois utilisée comme argument en faveur de la cohérence funéraire de l'ensemble du complexe. Cependant, la différence de sophistication entre la pyramide principale et ses satellites pourrait aussi indiquer une distinction fonctionnelle intentionnelle plutôt qu'une simple différence d'échelle. Les mastabas royaux et nobles qui entourent le complexe de Gizeh et qui sont contemporains de la construction de la Grande Pyramide contiennent quant à eux des chapelles funéraires décorées de scènes de vie quotidienne, de rituels d'offrande et de textes identifiant le défunt. Ces structures, bien que d'une ambition architecturale incomparablement moindre, documentent explicitement leurs occupants et leurs fonctions sépulcrales avec une clarté qui contraste avec l'anonymat intérieur de la Grande Pyramide. Ce silence iconographique de la pyramide de Khéops par rapport à l'abondance documentaire des mastabas contemporains demeure difficile à intégrer dans une théorie funéraire standard, sans postuler une théologie royale radicalement différente pour Khéops de celle applicable à ses contemporains moins élevés dans la hiérarchie. En définitive, la comparaison de la Grande Pyramide avec les pratiques funéraires avant et après son époque ne conduit pas à une conclusion simple. La pyramide partage suffisamment de caractéristiques avec d'autres contextes funéraires égyptiens pour que la thèse funéraire reste la plus économique dans l'état actuel des connaissances. Mais les divergences entre la Grande Pyramide et l'ensemble de la tradition funéraire égyptienne, absence d'inscription, absence de corps, absence de mobilier, présence de caractéristiques architecturales, sans équivalent dans d'autres tombeaux, sont suffisamment nombreuses et spécifiques pour que la question de sa fonction ne puisse être considérée comme entièrement résolue par analogie avec des structures comparables. Sous le plateau de Gizeh existe un réseau de structures souterraines, dont l'étendue complète n'est pas encore cartographiée et dont l'origine, naturelle, artificielle ou les deux, fait l'objet de débats actifs entre les archéologues et les géologues. La structure la plus documentée dans ce réseau est le complexe connu sous le nom de tombeau d'Osiris ou puits d'Osiris, situé entre la Grande Pyramide et la pyramide de Képhren. Ce complexe, découvert et exploré à plusieurs reprises au cours du XXe siècle et plus récemment par Zahi Hawass en 1999, consiste en une série de niveaux creusés dans la roche à des profondeurs successives, reliés par des puits verticaux. Le niveau le plus profond, situé à environ 30 mètres sous la surface du plateau, contient une chambre centrale entourée par une fosse rectangulaire remplie d'eau souterraine. Au centre de cette chambre se trouve un sarcophage vide en granit. La configuration de ce complexe est remarquablement cohérente avec la description d'Hérodote d'une île entourée d'eau souterraine au-dessus de laquelle repose le corps de Khéops. Cette correspondance, longtemps traitée comme une curiosité anecdotique, a pris une dimension plus substantielle après que les explorations de 1999 eurent confirmé la présence effective d'eau au niveau inférieur du puits. Hawass, après avoir personnellement dirigé l'exploration de ce complexe, conclut qu'il s'agissait d'une structure symbolique représentant le tombeau mythologique d'Osiris, construite à une époque indéterminée, possiblement à la période saïte ou plus anciennement, plutôt que d'un véritable tombeau de Khéops. Cette conclusion est cohérente avec la pratique égyptienne de construire des représentations symboliques de structures mythologiques, mais la datation précise de ce complexe reste difficile à établir sans analyse radiométrique des matériaux de construction. La géophysique du plateau de Gizeh offre des indices supplémentaires sur l'étendue potentielle des structures souterraines. Des études de résistivité électrique du sol, conduites dans les années 1990 par des équipes
affiliés à l'Université de Boston et à d'autres institutions, ont révélé des anomalies dans plusieurs zones du plateau qui ne correspondent pas au profil attendu pour un substrat calcaire naturel homogène. Ces anomalies y comprennent en sens des zones de faible résistivité qui pourraient indiquer la présence de cavités remplies d'air ou d'eau et des interfaces horizontales régulières qui sont plus caractéristiques de surfaces taillées que de formations géologiques naturelles. Ces données ont été publiées dans des rapports techniques et ont conduit plusieurs équipes à proposer des programmes de forage exploratoire pour vérifier leur signification. Ces programmes topelés n'ont pas été autorisés par les autorités égyptiennes, qui ont exprimé des préoccupations concernant l'intégrité du plateau en tant que site archéologique classé. La tradition antique associait explicitement Gizeh à des structures souterraines d'importance. L'historien arabe du IXe siècle, Ibn Abd al-Hakam, rapporte, dans sa chronique de la conquête de l'Égypte, des récits selon lesquels les pyramides contenaient des trésors et des connaissances cachées dans des chambres souterraines accessibles par des passages secrets, connus seulement des initiés. Ces récits sont généralement traités comme des légendes folkloriques sans valeur documentaire sur l'architecture réelle du site. Cependant, plusieurs des éléments décrits par Ibn Abd al-Hakam, notamment la mention de passages ascendants et descendants à l'intérieur des pyramides, correspondent à des caractéristiques architecturales réelles du complexe que cet auteur ne pouvait connaître que s'il avait eu accès à des sources plus anciennes ou à des témoignages directs d'exploration du site. Les fouilles archéologiques sous les temples de la vallée associés aux pyramides de Gizeh ont révélé la présence de systèmes de drainage et de structures hydrauliques qui témoignent d'une relation planifiée entre le complexe funéraire et les ressources en eau. Le temple de la vallée de Khéphren en particulier présente un sol en albâtre soigneusement nivelé, traversé par des rigoles dont la destination n'est pas entièrement élucidée. Des analyses de la topographie antique du plateau suggèrent qu'un bassin artificiel ou un système de canaux existait dans les zones basses à l'est du complexe pyramidal, alimenté par des branches du Nil via des canaux. La connexion entre ces systèmes hydrauliques de surface et les structures souterraines du plateau reste à établir archéologiquement, mais elle est cohérente avec la description d'Hérodote d'une relation entre l'eau et les structures funéraires souterraines. Le complexe souterrain d'Abydos, situé à plusieurs centaines de kilomètres au sud de Gizeh, offre un parallèle instructif pour comprendre les structures souterraines du plateau. L'Osiréon d'Abydos, découvert par Flinders Petrie et Margaret Murray au début du XXe siècle, est une structure enterrée construite à l'époque de Séti Ier, vers 1290 avant notre ère, mais délibérément conçue dans un style archaïque qui imite les techniques de construction de l'Ancien Empire. Cette structure comprend une île centrale entourée d'une fosse qui se remplissait d'eau souterraine, reproduisant symboliquement la cosmologie de la création, la première colline émergente des eaux primordiales. Cette configuration est pratiquement identique à celle décrite pour le niveau inférieur du puits d'Osiris à Gizeh. L'existence de l'Osiréon confirme que ce type de structure symbolique à île entourée d'eau était effectivement construit dans l'Égypte ancienne à des fins rituelles, ce qui donne une plausibilité architecturale aux descriptions des structures souterraines au Sikalen de Gizeh. Les explorations modernes du réseau souterrain de Gizeh ont également identifié ce qui semble être un système de tunnels s'étendant au-delà des structures directement associées aux pyramides. Des témoignages d'ouvriers et de gardiens du site, recueillis par des chercheurs indépendants au cours des années 1990 et 2000, font état d'accès à des passages souterrains dans des zones du plateau éloignées des structures officiellement documentées. Ces témoignages ne peuvent être vérifiés de manière indépendante, mais ils s'ajoutent à un ensemble de données indirectes qui suggèrent que la carte souterraine du plateau de Gizeh est incomplète. L'exploration systématique et non invasive de ces zones par des méthodes géophysiques avancées représenterait une contribution significative à la connaissance du complexe, mais de telles explorations nécessitent une autorisation des autorités responsables du site, que les équipes scientifiques indépendantes ont rencontré des difficultés à obtenir. Ce que l'ensemble des données sur les structures souterraines du plateau de Gizeh révèle est une dimension du complexe funéraire de Khéops qui n'est pas reflétée dans les représentations conventionnelles du site, focalisées sur les structures visibles en surface.
La relation entre les pyramides, les temples de la vallée et le réseau souterrain, naturel et artificiel, du plateau était vraisemblablement plus intégrée et plus intentionnelle que ce que la documentation archéologique disponible permet d'établir avec certitude. Les structures souterraines qui ont été explorées suggèrent une conception du site qui s'étend verticalement aussi bien que horizontalement, incorporant des éléments aquatiques symboliques dans une topographie funéraire et cosmologique complexe. La compréhension complète de cette topographie reste une tâche inachevée pour l'archéologie du XXIe siècle. L'une des questions les moins discutées dans les débats populaires sur la Grande Pyramide, mais l'une des plus fondamentales pour évaluer les théories alternatives sur son origine, est la nature réelle de la civilisation qui existait en Égypte avant la première dynastie. Les modèles traditionnels de l'histoire égyptienne présentent souvent une progression linéaire allant de culture néolithique simple vers une complexification graduelle qui aboutit à la formation de l'État pharaonique vers 3100 avant notre ère. Dans ce cadre, la capacité à construire la Grande Pyramide émerge naturellement de plusieurs siècles de développement architectural et institutionnel. Cependant, les découvertes archéologiques des 50 dernières années ont considérablement compliqué ce tableau, révélant une période prédynastique beaucoup plus riche et nuancée que les modèles antérieurs ne le supposaient. Les fouilles de sites comme Hierakonpolis, Nagada et Abydos ont mis au jour des centres urbains prédynastiques qui dépassent ce que les modèles de développement linéaire simples prévoyaient. Hierakonpolis en particulier a révélé une ville avec des quartiers spécialisés, zones de production de céramique, de brasserie, d'habitation et de pratiques rituelles dont la taille et l'organisation indiquent une société nettement plus complexe que celle d'un simple village agricole. Des tombeaux prédynastiques d'élite à Hierakonpolis contenaient des peintures murales représentant des bateaux, des processions et des scènes de combat qui témoignent d'une idéologie politique élaborée bien avant l'unification de l'Égypte sous les premiers pharaons. La datation de ces sites a progressivement repoussé les origines de la complexification sociale en Égypte. Des analyses radiocarboniques réalisées depuis les années 1980 ont établi que certains des éléments iconographiques et institutionnels associés à la civilisation pharaonique étaient déjà présents dans la vallée du Nil dès 4000 avant notre ère, soit plusieurs siècles avant la première dynastie conventionnelle. La question de la continuité culturelle entre ces populations prédynastiques et la civilisation pharaonique classique est l'un des sujets de recherche les plus actifs de l'égyptologie contemporaine. Cette continuité est généralement admise, mais ses modalités précises, notamment la question de savoir si le développement fut principalement interne ou stimulé par des échanges avec d'autres civilisations de la région, font l'objet de débats. Le site de Göbekli Tepe, en Turquie, découvert dans les années 1990 et daté d'environ 9600 à 8200 avant notre ère, a profondément modifié les présuppositions des archéologues sur le niveau de complexité sociale atteignable par des sociétés pré-agricoles. Ce site contient des structures monumentales en pierre avec des sculptures complexes organisées selon un plan apparent, construites par une population qui ne pratiquait pas encore l'agriculture. Cette découverte démontre que la capacité à organiser des chantiers de construction à grande échelle précède la sédentarisation agricole, renversant un paradigme longtemps central en archéologie. L'existence de Göbekli Tepe ne prouve pas l'existence d'une civilisation avancée en Égypte à 10 000 avant notre ère, mais elle établit le principe que de telles capacités pouvaient exister dans des contextes préhistoriques sans laisser nécessairement un abondant dossier archéologique. Les études paléoclimatiques de la région du Sahara et de la vallée du Nil ont révélé que l'Afrique du Nord connut une période de conditions climatiques nettement plus favorables à l'habitation humaine entre environ 11 000 et 5 000 avant notre ère. Cette période, connue sous le nom de humide africain ou période verte du Sahara, se caractérisait par des précipitations régulières, des lacs permanents dans des zones aujourd'hui désertiques, et une végétation steppique couvrant des régions actuellement arides. Ces conditions auraient permis le développement de populations denses sur des territoires qui sont aujourd'hui inhabités. Les traces de cette occupation sont progressivement découvertes par des équipes archéologiques travaillant dans des zones éloignées des sites nilotiques traditionnels, notamment dans le désert occidental de l'Égypte et au Soudan. Ces découvertes suggèrent que la préhistoire de la région qui allait devenir l'Égypte pharaonique est beaucoup plus riche que ce que la documentation archéologique disponible il y a quelques décennies permettait de supposer.
Le site de Nabta Playa, dans le désert occidental égyptien, est particulièrement pertinent dans ce contexte. Ce lac saisonnier asséché, daté d'occupation humaine entre environ 7000 et 5000 avant notre ère, contient un alignement de pierres qui a été interprété par l'archéo-astronome G. McKim Malville comme un calendrier astronomique fonctionnel. Selon cette analyse, certaines des pierres de Nabta Playa étaient alignées pour marquer le lever du soleil au solstice d'été, et d'autres correspondaient à des positions stellaires spécifiques. Si cette interprétation est correcte, elle démontrerait que des populations sahariennes préhistoriques possédèrent une connaissance astronomique significative plusieurs millénaires avant la première dynastie égyptienne. Cette connaissance aurait pu constituer une base préexistante sur laquelle les astronomes de la quatrième dynastie auraient pu s'appuyer pour des planifications astronomiques plus sophistiquées, réduisant légèrement le fossé apparent entre les capacités supposées de l'Égypte de l'Ancien Empire et les exigences techniques de la Grande Pyramide. Les travaux de l'anthropologue et archéologue Fekri Hassan sur la préhistoire du Nil ont montré que les fluctuations du niveau du fleuve jouèrent un rôle central dans la dynamique des populations prédynastiques. Des épisodes de haute crue prolongée forçant des populations à se déplacer vers des zones plus élevées, tandis que des périodes de basses eaux permettaient l'accès à des terres agricoles fertiles dans la plaine alluviale. Ces mouvements de population créèrent des contacts répétés entre des groupes culturellement distincts, favorisant des échanges de connaissances et des innovations technologiques. La plasticité culturelle de la période prédynastique, révélée par ses dynamiques climatiques et démographiques, suggère que la civilisation qui émergea à la première dynastie était le produit d'un processus d'intégration culturelle complexe plutôt que d'une évolution culturelle isolée et linéaire. Ce portrait de l'Égypte prédynastique est pertinent pour l'évaluation des théories alternatives sur la Grande Pyramide de deux façons distinctes. Premièrement, il démontre que la capacité technique et organisationnelle de la quatrième dynastie, bien que remarquable, s'inscrit dans une tradition de complexification sociale qui remonte à plusieurs millénaires avant Khéops. Cette perspective renforce la plausibilité de la thèse conventionnelle selon laquelle les Égyptiens de l'Ancien Empire étaient effectivement capables de construire la Grande Pyramide avec les ressources et les techniques disponibles à leur époque. Deuxièmement, elle établit que la préhistoire de la région est suffisamment riche et encore suffisamment mal documentée pour que des arguments ex silentio, fondés sur l'absence de preuves archéologiques d'une civilisation plus ancienne, ne soient pas absolument décisifs. L'argument selon lequel une civilisation capable de concevoir le complexe de Gizeh n'aurait pu exister avant la quatrième dynastie parce que aucune trace n'en est connue est plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans, non pas parce que des preuves positives d'une telle civilisation ont été trouvées, mais parce que la densité et la sophistication de l'occupation prédynastique connue s'est considérablement accrue avec les nouvelles découvertes. Au terme de cette investigation, la question fondamentale qui sous-tend l'ensemble du débat sur la Grande Pyramide peut être formulée avec précision. Ce n'est pas une question sur l'existence ou la non-existence d'une civilisation cachée ou d'une technologie perdue. C'est une question plus rigoureuse et plus limitée. Dans quelle mesure les preuves disponibles permettent-elles de confirmer l'ensemble des caractéristiques de la Grande Pyramide par une théorie unique et cohérente, et quelle partie de cette théorie repose sur des inférences non vérifiées directement? L'attribution de la pyramide à Khéops est étayée par plusieurs preuves directes. Le papyrus de Wadi al-Jarf, les marques de carrier dans les chambres de décharge, la cohérence de la construction avec les chronologies dynastiques et la découverte du village de travailleurs. Ces preuves constituent un dossier réel qui distingue l'attribution à Khéops de simples spéculations, mais elles ne documentent que la participation de Khéops au chantier et la réalité d'une organisation logistique de grande envergure sous son règne. Elles ne documentent pas la fonction précise pour laquelle la structure fut conçue, les méthodes exactes par lesquelles ces caractéristiques les plus précises furent réalisées, ni la signification des éléments architecturaux qui n'ont pas d'équivalent dans d'autres tombeaux royaux. La question de la méthode de construction reste techniquement ouverte dans un sens précis. Les principes généraux d'une construction par rampe, traîneaux et main-d'œuvre organisée sont plausibles et partiellement confirmés expérimentalement. Mais les détails spécifiques, comment les blocs du niveau supérieur furent tissés, comment les joints de moins d'1 millimètre furent maintenus sur des surfaces de plusieurs mètres carrés, comment les angles des puits furent maintenus constants sur des dizaines de mètres dans un massif de maçonnerie opaque,
n'ont pas été reconstituées expérimentalement avec une précision suffisante pour fermer le débat. Ces lacunes ne prouvent pas l'utilisation de techniques inconnues, mais elles indiquent que la reconstitution du chantier reste incomplète. La question de la fonction de la pyramide est celle qui supporte le moins de résolution dans l'état actuel de la recherche. La thèse funéraire est la plus économique en termes d'hypothèse et la plus cohérente avec le contexte culturel égyptien général. Mais elle est contredite par plusieurs caractéristiques spécifiques: l'absence de corps, l'absence d'inscription et de mobilier funéraire, la présence de caractéristiques architecturales sans équivalent dans d'autres tombeaux, que les explications par le pillage ou par le changement de plan architectural n'éliminent pas entièrement. L'hypothèse que la pyramide avait une fonction en partie non funéraire, astronomique, acoustique, symbolique ou autre, n'est pas directement prouvée, mais elle est moins incompatible avec les données physiques disponibles qu'une simple thèse funéraire ne le suggère. Les données géologiques apportées par Schoch sur l'érosion du sphinx introduisent une incertitude chronologique qui n'est pas entièrement résolue. Son argument géologique fondamental, que les profils d'érosion sur le corps du sphinx ressemblent davantage à une érosion par précipitation qu'à une érosion éolienne, a été contesté, mais pas définitivement réfuté. La réponse conventionnelle, qui propose des explications alternatives aux profils observés, est plausible mais repose elle-même sur des inférences non vérifiées directement. Dans cet état d'incertitude, les deux positions, chronologie conventionnelle et chronologie révisée, demeurant des hypothèses dont la confirmation nécessiterait des données supplémentaires. Les structures sentiers souterraines du plateau représentent peut-être la dimension la moins explorée du dossier. Le puits d'Osiris et les anomalies géophysiques documentées dans plusieurs zones du plateau suggèrent l'existence de structures et de cavités qui n'ont pas encore été systématiquement cartographiées. Ces données non encore exploitées représentent dans le potentiel le plus immédiat de nouvelles découvertes, susceptibles de modifier la compréhension du complexe. L'exploration non invasive, exhaustive du sous-sol du plateau par des méthodes géophysiques avancées, combinée à des fouilles ciblées dans les zones d'anomalie les plus significatives, fournirait des données dont l'absence constitue actuellement une lacune majeure dans le dossier évidentiel. Le cadre épistémologique dans lequel ce débat se déroule mérite également une attention particulière. Les recherches sur la Grande Pyramide se déroulent manquées dans un environnement scientifique où la distinction entre égyptologie institutionnelle et recherche indépendante joue un rôle significatif dans la réception des théories alternatives. Cette distinction ne constitue pas en elle-même un argument en faveur ou en défaveur de telle ou telle hypothèse. Des théories institutionnelles peuvent être incorrectes et des théories indépendantes peuvent être correctes et vice-versa. Mais elle affecte les mécanismes de validation et de partage des données, créant parfois des obstacles à la circulation d'informations pertinentes entre des communautés de chercheurs qui utilisent dans des langages disciplinaires différents. Des initiatives récentes de sciences ouvertes, comme le projet Scan Pyramids, dont les données sont progressivement rendues disponibles à la communauté scientifique internationale, représentent un modèle de coopération qui pourrait contribuer à réduire certaines des tensions institutionnelles qui ont compliqué la recherche sur Gizeh dans le passé. Les résultats de ce projet ont d'ores et déjà confirmé l'existence de la grande cavité au-dessus de la grande galerie, une découverte qui modifie la carte intérieure connue de la pyramide et qui illustre le potentiel des technologies non invasives pour produire des données nouvelles sur des structures qui ont pourtant été étudiées pendant 2 siècles. Ce que l'investigation dans son ensemble démontre est que la grande pyramide de Gizeh est une structure dont la complexité dépasse ce que n'importe quelle théorie unique a réussi jusqu'à présent à expliquer entièrement. L'explication conventionnelle résout le plus grand nombre de questions avec le plus petit nombre d'hypothèses supplémentaires, ce qui lui confère une supériorité méthodologique dans l'état actuel des connaissances. Mais elle laisse un ensemble de questions spécifiques sans réponse directe, et ces questions non résolues ne sont pas marginales. Elles concernent les caractéristiques les plus fondamentales de la structure, son contenu, ses méthodes de construction précises, la fonction de ses éléments architecturaux les plus singuliers et son rapport à d'autres composantes du plateau qui n'ont pas encore été pleinement explorées. L'histoire de la recherche sur la Grande Pyramide est une démonstration répétée du fait que chaque génération de chercheurs découvre de nouvelles données qui compliquent et enrichissent pour les modèles précédents plutôt que de les confirmer simplement.
Les papyrus de Wadi al-Jarf, le projet Scan Pyramids, les analyses géophysiques du plateau et les fouilles du village de travailleurs ont tous produit des informations que les générations précédentes ne possédaient pas. Et toutes ces informations ont ajouté de la nuance sans produire la clarté définitive que les partisans de l'une ou l'autre théorie espéraient. Il n'y a aucune raison de supposer que ce processus est terminé. La Grande Pyramide de Gizeh demeure ce qu'elle a toujours été depuis que les premiers enquêteurs modernes ont commencé à l'étudier systématiquement. Une structure dont la réalité physique est entièrement accessible à l'observation directe, mais dont la signification complète résiste à toute explication définitive. Cette résistance n'est pas le produit d'une mystification délibérée ou d'une conspiration du silence. Elle est le produit de l'écart entre la complexité réelle de la structure et la quantité et la qualité des données que 2 siècles de recherche intensive ont réussi à produire. Combler cet écart restera, pour un temps encore indéterminé, l'une des tâches les plus exigeantes et les plus nécessaires de l'archéologie et de l'histoire des civilisations anciennes.